Coucou Landry, c'est comment le boss? Bonsoir, 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 bonsoir la team, bonsoir à tous. Voilà, le direct reprend, hein, ça continue. Nous étions tout à l'heure sur United. On revient sur Villageois du Quad officiel pour des soucis dus à des soucis techniques. Bonsoir Youssouf, bonsoir Augustine Téné, bonsoir Marie Wansi, bonsoir toute la team. Partagez le direct dans tous les différents groupes. Ce soir, nous allons parler des violences conjugales et des féminicides et de tous ces pédophiles qui détruisent la jeunesse, qui détruisent les enfants au Cameroun. Bonjour Père Wako. Donc c'est une longue soirée durant laquelle nous allons vraiment parler de tous ces mots qui minent la société camerounaise en ce moment. Oui, Raphaël, on a dû se déconnecter sur United dû à un petit souci technique. Voilà. Donc, le direct, il reprend ici. Donc, partagez le direct dans tous les différents groupes, s'il vous plaît, parce que nous aurons l'antenne libre pour que les femmes puissent intervenir, pour que les hommes aussi puissent nous expliquer les raisons pour lesquelles ils nous prennent pour des tam-tams, ils font la boxe sur leurs compagnes, ils font la boxe sur leurs épouses. C'est important. Bonsoir, c'est Stéphanie Kim, bonsoir ma princesse. J'étais très, 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 très ravie de te rencontrer ce 16 avril à la place de la République. C'était vraiment un plaisir, mais c'était vraiment un immense plaisir. Bonsoir à tous, voilà. Déjà, partagez encore, partagez, on ne se fatigue jamais. Bonsoir Valentin Gâteau, ça fait plaisir. On ne se fatigue jamais de partager, on ne partagera jamais assez. Nous, on ne peut pas partager, donc c'est à vous de faire le travail. Voilà. Bonsoir, Motema de Donald. Donc, voilà, avant de commencer, justement, avant de mettre les pieds dans le plat, on va d'abord un peu rigoler avec cette actualité chaude qui se passe, croustillante même, qui se passe du côté du 237. L'un des plus grands, je ne sais pas si c'est un blogueur, si c'est, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, mais on sait qu'en ce moment-ci, Ahmed Kameh, bonsoir à Cœur de Lion, Ahmed Kameh vit des moments assez compliqués, je ne sais pas si je peux même dire douloureux, je ne sais pas si je peux dire, moi ça me fait beaucoup rigoler parce que quand c'est une guerre entre les Sardinas, ça donne toujours envie de rire. Bonsoir Valérie Bertrand. Voilà, donc c'est juste pour rigoler en attendant qu'on soit plus nombreux, en attendant qu'on soit, que vous partagez dans les différents groupes, en attendant que voilà, qu'il y ait plus de monde pour qu'on puisse vraiment justement en parler. Bonsoir Marfolo. Donc effectivement, vous êtes tous conscients qu'il y a quelqu'un qui est resté loin ici à Paris et qui a appuyé sur la télécommande et on a arrêté un de ses compatriotes au Cameroun et on l'a mis en garde à vue. Comme quoi, vous savez, il y a de cela quelques années, ce même Ahmed Kameh avait pris la matière, avait dénigré toute une communauté, c'est-à-dire toute une ethnie, tous les Bamileke, ils avaient même insulté. Il n'avait jamais été inquiété. Il est allé au Cameroun, il y vit paisiblement. On ne l'a jamais inquiété. On ne l'a jamais interpellé. On ne l'a même jamais convoqué au commissariat. Mais pour peu qu'il a, on dit quoi, diffamé Amot, il s'est fait arrêter. Comme quoi, les enfants de Amot sont plus importants que tous les Bamileke du Cameroun réunis. Bonsoir Elodie. C'est-à-dire, les enfants de Amot, ce que ce soit son épouse, que ce soit lui-même, ils sont tellement importants que toute la communauté Bamileke, avec que tous les Bamileke réunis, quoi, parce que c'est un mec quand même, avait même sorti la matière, il avait insulté tout le monde. Il n'avait pas été inquiété. Mais comme on dit, les gens se dépassent peut-être. Donc peut-être la petite famille, la famille Amod est une famille tellement importante qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Et vous voyez, finalement, il a pu quand même permettre au niveau du Cameroun, comment dirais-je, faire quand même arrêter quelqu'un au Cameroun, le mettre en garde à vue et se mettre... et se faire mettre en garde à vue, je trouve ça très drôle. On attend, nous sommes encore sur la table, on attend toute la suite de cette histoire rocambolesque qui va certainement nous faire avoir
un peu de torticolis. Fils Makombe, en tout cas, c'est juste pour animer la galerie. Hein. Ce n'est vraiment pas le sujet de mon direct parce que ce sont des sujets vraiment qui n'ont pas beaucoup d'importance. C'est juste pour rigoler un peu en attendant qu'on soit un peu plus nombreux. Voilà. Donc, si tu penses ramener ton histoire d'année en année, ce n'est pas le sujet du direct. Voilà, malheureusement, ce n'est pas ça le sujet du direct. Le sujet du direct, c'est les violences faites aux femmes. Ce sont des pédophiles que nous gardons dans nos familles. Ce sont ces femmes qui ne cessent de mourir dans les foyers tout au nom du mariage. Voilà, c'est de ça qu'il est question et pas d'autre chose. Voilà, et je vais encore profiter comme ça pour vous dire un très grand merci à tous ceux et celles qui étaient à la manifestation du 16 avril dernier à Paris, place de la République. Vous avez été nombreux à nous retrouver sur le terrain parce que vous avez cru à cette cause, vous avez cru à ce mouvement, vous avez cru à cette initiative qui a été lancée par les enfants de la diaspora pour venir en soutien à tous les OTS du Cameroun. C'était une manifestation vraiment fabuleuse, vraiment réconfortante, parce que c'était le but d'apporter du réconfort, apporter un peu de joie, apporter un petit soutien à ceux-là qui sont loin de nous, à ceux-là qu'on ne peut pas, on ne peut pas appeler tous les enseignants pour leur dire on vous soutient, on vous accompagne. Mais à travers une manifestation, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des gens qui les accompagnent, qui les soutiennent dans ce mouvement de revendication pour avoir des meilleures conditions de vie. Voilà, donc nous avons été très nombreux dans les rues le samedi 16 avril pour justement accompagner ces enseignants dans leurs différentes revendications. Ces enseignants qui, il y a encore de cela quelques jours, avaient fait une petite pause en se disant, oui, le gouvernement nous a fait des promesses, le gouvernement nous a promis beaucoup de choses, ils sont venus, ils ont fait semblant de tendre l'oreille à nos revendications. Donc, nous allons vraiment essayer de faire un petit break pour voir ce qui va être fait entre-temps. Donc, ces enseignants, ils ont fait un petit break pour justement voir si toutes les promesses fallacieuses qui ont été dites par le gouvernement devaient être exécutées. Mais malheureusement, comme d'habitude, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc, au final, les enseignants reprennent leur mouvement de grève dès le 25 avril, donc la semaine prochaine. Tout ça pour vous dire qu'on ne fait pas confiance à un ripou. Lorsqu'on est ripou, on le reste, on le demeure. Lorsqu'on est menteur, on reste menteur. Pas être menteur, on dit menteur un jour, menteur toujours. Voilà, on sait très bien, on sait très bien que ce gouvernement, c'est un gouvernement à qui on ne peut pas faire confiance. Sont des menteurs, sont des mafieux. Vous avez vu, pour casser la dynamique du mouvement OTS 237, ils ont pondu des communiqués, ils ont tout fait. Ils ont menacé, ils ont opprimé, ils ont même arrêté certains professeurs pour leur intimider, pour leur faire comprendre que non, on vous écoute. Ils ont envoyé des forces de l'ordre dans certains établissements. Ils ont même embauché des vacataires pour remplacer certains professeurs dans certains établissements. Mais si parallèlement, en faisant cela au moins, ils avaient essayé même, j'ai dit même essayé même de commencer à répondre aux questions des enseignants, on aurait compris que oui, il y a une bonne foi de la part du gouvernement, mais non, rien n'est fait. Les enseignants sont toujours en train d'attendre et rien n'est encore fait. Donc, vous voyez donc que c'était un bon souffle, un souffle de réconfort que nous leur avons apporté samedi dernier sur la place parisienne. Je remercie tous les combattants qui venaient de Londres, qui venaient de la Belgique, qui venaient de l'Allemagne, qui ont été là, qui ont fait le déplacement. Tous les no-names, tous ces Camerounais qui ont voulu accompagner ce mouvement, cette manifestation et aussi envoyer le plein d'amour et le plein de réconfort à tous ces enseignants, à tous ces Camerounais opprimés. Et c'était aussi l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à Rodrigue qui s'en est allé, qui est tombé sur le champ de bataille. Et encore un vibrant hommage à Amidou, cet enseignant qui a défrayé la chronique avec une tristesse et qui s'en est allé sans toutefois voir l'ombre de son salaire. Donc, c'était l'occasion pour nous de dire merci donc à toutes ces personnes qui ont assisté à cette manifestation. Je vous dis merci et vous dis que la flamme restera allumée et pourra plus s'éteindre. Et de toute façon, elle ne s'est jamais éteinte parce que s'il y a quelque chose dont nous sommes fiers aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un Camerounais seul qui détient cette flamme. Bonsoir Annie.
Voilà. Donc, nous avons comme ça Annie Choco qui... Bonsoir Nadine. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, et comme ça, on va continuer dans notre direct qui a été arrêté pour des soucis techniques de l'autre côté. On va le continuer là. Et voilà, j'étais justement en train de remercier tous les gens qui étaient dans la rue parisienne samedi dernier et leur dire la flamme reste allumée, elle ne peut plus s'éteindre. Elle ne s'est jamais d'ailleurs éteinte parce que justement, il n'y a pas qu'un seul combattant qui tient cette flamme. Les combattants sont nombreux. Donc, quand un combattant est fatigué, l'autre prend le relais. C'est comme ça. Donc, la flamme restera toujours et toujours allumée pour que ce combat pour lequel nous sommes levés, pour sortir notre Cameroun, notre cher pays, et nous faire voir un lendemain meilleur, pour que les choses puissent aller mieux. Donc, je vais profiter pour laisser Annie aussi vous dire merci. Partagez le direct, Victorine, partagez le direct. Tous ceux et celles qui sont là, pour qu'on soit un peu plus nombreux, parce que tout à l'heure, comme je le disais encore, nous allons ouvrir l'antenne pour que les hommes nous expliquent pourquoi ils transforment la femme de leur femme, leurs épouses, en tam-tam à la maison, et que les femmes nous expliquent pourquoi elles ont le courage à couvrir ces hommes qui couchent avec leurs enfants, ces violeurs, à les protéger. Donc, ça sera vraiment, là, c'est vraiment l'introduction pour dire merci à tous ceux et celles qui étaient là à la manifestation. Et après, nous allons vraiment mettre les pieds dans le vif du sujet. Voilà. À toi la parole, Annie Choco. Merci. Ok, bonsoir à tous ceux qui nous suivent présentement. Bonsoir à toute la diaspora. Bonsoir au 237. Voilà, nous nous excusons. Nous étions sur la page de United for Cameroun. On a eu un souci. Et puis, voilà, on est ici avec vous ce soir pour ce direct de sensibilisation. Déjà, comme l'a dit Nadine tantôt, pour vous remercier de votre présence à la grande manifestation du 16, il faut vraiment que nous puissions maintenir la flamme du combat dans la diaspora. Et comme je le disais tantôt sur le plateau de United, les marches sont très, très importantes. Donc, les marches, c'est une action de dénonciation, une action de mobilisation, une action de sensibilisation. Nous avons l'obligation de maintenir le peuple éveillé. Nous avons l'obligation d'informer la communauté internationale sur les violences, sur les violations des droits de l'homme au Cameroun. Nous avons cette obligation. Et je le disais, marcher, c'est s'exprimer. Marcher, c'est exprimer son ras-le-bol. Marcher, c'est se faire entendre. C'est dire, je n'en peux plus. Écoutez-nous. Et c'est ce que nous avons fait à Paris le 16. Nous avons dit aux Français, écoutez-nous. Nous sommes gouvernés par une dictature de 40 ans. On n'en peut plus. Écoutez-nous. Aidez-nous. Nous avons notre compatriote Rodrigue qui est décédé. Nous avons notre compatriote Amidou qui est décédé. Voilà le message que nous avons passé à la communauté internationale samedi le 16 à Paris. Et c'est important. Nous sommes un petit pays. Vous avez vu sur la place de la République ce jour, pour ceux qui étaient là, il y avait un pays, le Tigré, ce pays qui est malmené par l'Éthiopie. Ils ne sont même pas nombreux, mais c'est un pays, ce peuple est déterminé. Ils étaient ici à Bruxelles, c'était quand là, il y a quelques mois, on était là aussi pour oui, quand il y avait le sommet d'État. Exactement, oui. Ce pays-là était là, et samedi le 16, ils étaient encore sur la place de la République. Donc, c'est juste pour vous dire, on ne peut pas dire qu'on est fatigué de marcher. On ne peut pas vous dire que la marche ne donne rien. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Marcher, c'est une action de revendication, une action du combat. Comme se lever, faire le direct. Parce que si quelqu'un vous dit que la marche est finie en diaspora, que la personne ferme son téléphone et ne fasse plus de direct. Parce que même quand tu fais le direct, c'est une action de combat.
C'est une action de combat. Qu'on ne nous prenne pas pour des moutons, nous avons quand même nos cervelles, nous réfléchissons. Que des gens ne soient plus en train de vous de distiller des langages incohérents par rapport à ce qu'ils font. Donc, il faut qu'on arrête cela et que qui se dit combattant, que ce soit les non-nés, que ce soit les combattants qui sont à visage découvert, nous devons être sur le terrain. Et Paris a été une belle démonstration le 16 avec la participation des artistes et des blogueuses. Voilà, c'est une manifestation, c'est l'une des manifestations, franchement, que moi, elle est parmi les tops des manifestations, la manifestation du 16, et nous devons continuer dans cette même lancée, Nadia. Merci beaucoup, Annie. Merci encore à tous ceux qui étaient là. Merci à tous les no-names qui étaient là. On ne peut pas tous vous citer parce qu'on ne connaît pas forcément vos noms. Mais nous étions très ravis de battre le pavé avec vous sur Paris. Ça nous a réchauffé le cœur. Moi, j'étais très contente quand j'entendais des gens venir me faire des câlins, venir me saluer, venir me réconforter. C'était un moment agréable. Et pour moi, qu'on se retrouve comme ça, ensemble, venant d'horizons divers, pour revendiquer ensemble, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, je vais profiter comme ça pour aussi, je ne sais pas si tout le monde est déjà au courant, mais vous savez, on a eu comme ça ce jour l'annonce dans les jours à venir d'une Koukouma qui va bientôt se diriger ici en diaspora. Sans aussi les grands, on ne peut ne pas en parler parce que nous avons tous vu l'information sur la page de Boris Berthold, nous annonçant l'arrivée du président ici en diaspora dans les jours à venir, une évacuation sanitaire, peut-être la énième. Donc, il nous faut être prêts. Voilà. Et c'est encore l'occasion pour nous, peut-être certaines personnes encore profiteront de ça pour dire que non, n'allez pas chasser le lion, il est fatigué, il est âgé, il est ceci, peut-être certaines personnes trouveront encore des raisons pour démotiver. Mais sachez que nous sommes déjà prêts. Du moment où on entend des gens dire que Nkoukouma arrive, nous aussi, de notre côté, on commence à se mettre en préparation, on commence à vouloir à s'organiser pour que le moment qu'il arrive, qu'on soit sur le terrain pour l'accueillir. Voilà, c'est une information qui a été publiée sur la page de Boris Berthold, nous avons partagé partout. Donc, c'est également pour inviter encore ces différents no-names qui étaient avec nous dans les rues, ces différents combattants, que ce soit les Landry, que ce soit les Pierre Faumeté, tous ces combattants, que ce soit les Motamossi, tous ces gens qui sont derrière, que vous ne voyez jamais, comme on dit, sont les gens qui sont les no-names qui sont toujours derrière, vous ne les voyez jamais devant, pour leur dire soyez prêts les gars, parce que les choses arrivent. Merci beaucoup, Mafolo. Merci, Locom. Merci, Victorine. Partagez les directs, s'il vous plaît. Voilà, donc c'était pour vous dire, soyez prêts parce que je pense que, et je croise les doigts, j'ai pris le bon Dieu pour que ce ne soit pas à Genève, que ce soit ici à Paris, peut-être au Maurice, que sait-on jamais, comme ça fera qu'on ne se déplace pas et que c'est toutes les autres qui se déplacent pour venir nous retrouver ici. Voilà. Donc, mes soeurs, mes frères, voilà, ce direct, et justement, c'est un direct de sensibilisation pour parler justement des violences faites aux femmes. Cette semaine était une semaine, déjà depuis la semaine dernière, ce sont des semaines qui se suivent et se ressemblent pareillement. On entend, on a tué ici, on a poignardé là-bas, on a bastonné là-bas, on a fait ceci, on a fait cela. On entend une jeune fille a été violée, un enfant a été violé. Ça a commencé, la chronique a été défrayée. Le bal a été ouvert par Makai Wafo, voilà, il faut le dire. Nous avons vu cette dénonciation arriver sur la toile via des messages WhatsApp, des échanges téléphoniques qui se passaient entre Makai Wafo et sa fille. Des messages très incestueux, des messages très sexuels, des messages très forts. Alors, grâce aux réseaux sociaux, je peux le dire, ça a monté en pression et ce Makai Wafo, je ne sais pas où il est porté disparu, de quel côté il se trouve, mais toujours est-il que Makai Wafo a disparu, on ne sait pas de quel côté il est. Malheureusement, il n'est pas derrière les barreaux. Il n'est pas derrière les barreaux, il est en liberté quelque part, ayant violé sa fille. Mais il est en liberté quelque part. Voilà autant de pédophiles qui regorgent les maisons, qui regorgent les foyers, qui regorgent les familles au Cameroun. Et le comble, c'est qu'on nous fait savoir que ce Makai Wafo est protégé, c'est-à-dire que la mère de la fille qu'il a violée serait en train de le protéger pour pas qu'il se fasse arrêter, parce que, soi-disant, on va leur donner un peu d'argent. Voilà une situation, je peux dire ça, le bal a été ouvert par cela et ça ne s'est pas arrêté. J'ai lu encore il y a de cela quelques jours
une jeune femme, Doris, du côté de Douala. C'est pas sa fille, c'est sa belle-fille, mais c'est comme si c'était sa fille. Qu'est-ce que tu me dis, Sophia Duval? C'est pas sa fille. Moi, j'ai une fille que j'ai fait avant d'être en couple. Donc, tu penses que mon conjoint ne doit pas la considérer comme sa fille? Qu'est-ce que vous entendez que c'est pas sa fille? Donc, pour toi, c'est normal qu'il couche avec la... En fait, il couche avec la mère, il couche avec la fille, ça se fait? Qu'est-ce que tu me dis, c'est pas sa fille? Les écrits comme ça, tu ne dois même pas l'écrire. Est-ce que tu aimerais que si tu as fait une fille avant de te marier, que ton mari couche avec cette fille, cet enfant-là, même si vous n'êtes plus ensemble, ou bien que ton ex couche avec cette personne-là? Donc, s'il te plaît, n'écris pas des choses qui... ne dites pas des choses qui à mon sens, ne trouvent même pas de justification. Du moment où tu as déjà couché avec la mère, est-ce que tu as besoin de coucher encore avec la fille? Voilà, donc, voilà des situations. Et donc, je disais, pour revenir à mon sujet, Doris, une jeune femme, a été battue et tuée par son mari à Douala. Moi, j'ai lu cette histoire encore toujours sur les réseaux sociaux où cette dame qui était toujours battue par son compagnon, cette Doris qui est aujourd'hui décédée, son corps chauffe encore dans la tombe. Doris était en couple, comme beaucoup de femmes. C'est-à-dire Doris, c'est une femme qui avait 2 enfants d'un précédent mariage, ça n'a pas marché, elle est allée se mettre avec quelqu'un d'autre qui est un chargeur quelque part là, dans un coin au Cameroun, à Douala. Elle s'est donc mise avec le monsieur, elle avait un bar, elle gérait bien son bar, elle se faisait un peu d'argent. Et Doris, comme ça, en femme battante, en femme ambitieuse, est allée acheter un terrain. Voilà où sa mort arrive. Elle est allée acheter un terrain pour... elle a rêvé qu'elle pouvait peut-être construire une maison pour ses 3 enfants parce que le monsieur son bourreau, son assassin, elle a un enfant avec. Donc Doris a fermé son bar parce qu'elle était abattue par son compagnon. C'est pas son mari, son compagnon. Il la battait tout le temps, il la battait tout le temps. Doris a laissé son gars, elle est partie, elle allait vivre ailleurs. Mais comme nous les femmes, parfois, même l'homme te tape, il t'insulte, il te méprise, tu renverses, tu pars et après tu reviens. C'est comme ça qu'il l'a appelée, elle est revenue. Une énième bagarre, une énième bastonnade. Doris ne s'est jamais relevée. Elle est morte sur les coups. Des histoires comme ça, il y en a pêle-mêle, il y en a plein. La semaine dernière, j'ai fait une publication où je disais le mariage n'est pas une fin en soi. Je me suis fait laminer d'injures. Je me suis fait laminer d'insultes. Oh, tu dis ça parce que tu es désespéré. Oh, tu dis ça parce que tu n'es pas marié. Oh, tu dis ça parce que tu es chez toi. Aucun homme ne peut t'épouser. Le mariage, c'est une bonne chose. Je dis, mais je n'ai pas dit que le mariage n'est pas une bonne chose. Je dis tout simplement que ce n'est pas une fin en soi. Parce que s'il faut se marier pour être, je ne sais pas, celle qui encaisse tous les coups, c'est encore mieux d'être, ou bien pour se marier pour mourir 2 mois après, c'est encore mieux d'être célibataire et de vivre. Voilà. Donc, Annie, Annie, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ces différents sujets parce qu'il y en a beaucoup. J'ai relevé quelques-uns. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ces sujets pour qu'on puisse en discuter et avancer. Effectivement, Nadine, il y a tellement à dire sur ce sujet, tellement à dire, parce que de plus en plus, notre société, la société camerounaise et africaine, les femmes subissent de plus en plus beaucoup de violences conjugales, familiales, sociétales. Bref, la violence est sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Les violences faites aux femmes datent depuis longtemps. C'est aussi vieux que le monde. Mais de plus en plus, c'est comme s'il y a une évolution, donc une montée d'autres types de violences, surtout au Cameroun. Tu as parlé du cas de Macaire qui a fait un tollé sur la toile. Oui. Dans les violences avant, on avait toujours des hommes qui violentaient les femmes. On avait le viol, voilà, les mariages forcés et tout ça, ce sont des violences. Mais de plus en plus, nous avons des cas incestueux. L'inceste. Macaire, c'est sa fille, comme tu le dis.
j'ai vu les commentaires, j'ai lu les commentaires là que quelqu'un dit non, ce n'est pas sa fille, mais Marker n'est pas un cas isolé. Même sur la toile, nous avons eu ce monsieur, je pense Nadine, qui s'appelle monsieur Kemenier, je ne sais pas quelque chose comme ça. Oui. Exactement. Donc, c'est ce monsieur qui a fait la même chose et qui a même dit qu'il doit aller se laver au village. Donc, et des cas de pédophilie aussi se multiplient, comme Agnès le dit, c'est une reçue. Oui, il y a beaucoup de cas de pédophilie et de cas d'inceste. Nous devons en tout cas nous interroger sur les raisons, sur les causes de ces violences-là et sur comment est-ce qu'on doit faire pour empêcher ou bien pour combattre à notre niveau que cela n'arrive plus. Parce que une jeune fille, on a eu le cas de Martin Camus, on s'est tous indignés par rapport à cela. Donc, oui, on s'est tous indignés. Mais le cas de Marquet, voilà, il y a beaucoup de commentaires qui circulent comme quoi c'est parce que, bon, je vais dire les choses que je lis sur le net, hein, certains commentaires ne sont pas, sont en train d'étiqueter une tribu, parce que les gens sont en train de dire, il y a la tribu Bamileke qui est en train de protéger Marquet. Oui, j'ai lu des commentaires comme ça, Nadine. J'ai lu beaucoup de commentaires dans des forums comme ça parce que les gens disent, vous les Bamileke, vous protégez Marquet. Quand c'était Camus, on l'a livré. Oui, parce que voilà, c'était pas un Bamileke. Maintenant, les gens qui devraient parler ne parle plus. Vous êtes calme, on dit qu'on le cherche. Est-ce que vous ne pouvez pas? Est-ce qu'il est perdu? On peut, si vous voulez, on va l'enfermer parce que vous ne voulez pas et tout. D'accord là-dessus. Il y a tellement de choses et moi, j'aimerais dire à ces gens-là que ce n'est pas une histoire de Bamileke, mais c'est une histoire d'éducation en fait. Parce que pour la situation de Camus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un flagrant délit et le papa de la fille avait porté plainte. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que la concernée même, donc la maman de la fille, est en train de couvrir le coupable. D'après ce que l'action publique des réseaux sociaux. Hein, donc, mais c'est ça. Mais l'action publique ne peut pas être déclenchée. L'action publique ne peut pas être déclenchée parce que la maman de la fille doit porter plainte. Sans ça, il n'y a pas, on ne sait rien faire. Donc, moi, je pense que ce sont nos familles. Donc, les gens, en voulant toujours garder le silence, en voulant toujours dire non, si on parle, ça va détruire, si on fait ceci, ça va salir, ça va, vous pensez que c'est en parlant sur Facebook que ça va faire quoi? Si on, c'est le silence. Les gens veulent rester dans un silence et voilà, on perpétue ça, on le couvre parce qu'on ne veut pas parler. Les gens doivent en parler. Parce que c'est que j'ai lu aujourd'hui toujours sur Facebook, Nadine, au Nigeria, dans une église, un pasteur, parce que même dans les églises, il faut comprendre qu'il y a des formes de viol qui sont en train de se passer dans les églises. Donc, les mamans qui vont à l'église et qui disent que tu pars avec ta fille a 16 ans, le pasteur voit ta fille. Non, il faut qu'on fasse un peu de bonnes prières sur toi pour que tu aies un mari, pour que tu travailles bien à l'école. Tu vois? Dans les églises, les nouvelles églises aujourd'hui, les gens doivent se méfier. Non, c'était pas au Nigeria, au Congo. Le pasteur a abusé d'une fille de 15 ans, la fille d'une fidèle. Pourquoi? Parce que il donne les rendez-vous à la fille pour dire, viens, c'est une séance de... exactement, pour te purifier. On dit Avaza.
il enlève le diable, il enlève le diable, il met Dieu. C'est ça. Et il l'a fait où? Parce que la maman, la Nadine, elle l'a expliqué. Il demande à la fille, viens, il y a une séance de prière, je vais faire juste avec toi, et puis on va à l'hôtel. La fille est allée à l'hôtel avec le pasteur et il a utilisé les versets bibliques. Il a dit dans la Bible, Dieu a dit que pour que la délivrance marche, il y a les choses que tu ne dois pas dire à ta mère. Parce que oui, il a dit ça parce que tel verset biblique dit que le secret doit être ceci, le secret doit être cela. Ce qui fait que quand il a fait ça la première fois, la fille n'a pas dit à sa maman que je suis allée avec le pasteur pour qu'il me fasse... elle n'a pas dit. Et il a fait ça 4 fois. Selon le témoignage de cette maman, 4 fois. C'est la 4e fois où la fille a dit, je ne peux pas porter, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Elle a même eu peur de dire à ses parents. Elle a préféré dire à son oncle. Et c'est l'oncle de la fille qui a alerté la maman pour dire, ah, le pasteur de votre église là, est en train de faire quelque chose. On a dénoncé le pasteur. Qu'est-ce que la femme du pasteur vient? La femme du pasteur dit, non, 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 non. Non, il faut qu'on arrange à l'amiable. Il ne faut pas que maman ne doit pas... Tu vois un peu les pratiques et tout ça qui perpétue des têtes. Même dans les familles, c'est comme ça que ça se passe, Annie. Même dans les familles, c'est comme ça que ça se passe. Tu sais, du moment où l'homme viole sa fille, ou même sa belle-fille, la femme elle est au courant. Mais comme les femmes, il y a des choses que je ne sais pas, je ne veux pas être celle qui, on va dire, qui va peut-être faire de la leçon, ou bien qui va être juge. Je ne suis pas juge. Je donne juste mon avis, hein, comme certaines personnes disent, je donne juste mon avis. Mais tu vas voir ces femmes, parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a des femmes qui pensent que le fait d'avoir une alliance au doigt, c'est la chose, c'est la plus grande réussite dans le monde. C'est-à-dire, le fait de porter le nom de quelqu'un, c'est une réussite pas possible. Donc, cette femme, pour ne pas perdre son alliance, pour ne pas se retrouver, pour pas que son couple se brise, elle accepte d'être complice de son mari. Elle accepte de couvrir les actes barbares de son mari. Beaucoup de femmes le font, Annie. Beaucoup. Beaucoup le font. Beaucoup de femmes le font. Et je ne comprends pas comment tu peux continuer à regarder ton mari droit dans les yeux, sachant que ce genre d'homme est comme ça. Regarde la femme du pasteur, ce qu'elle dit. On va arranger à l'amiable. Cette fille, c'est celle qui a eu le courage de dénoncer. Comptons le nombre de jeunes filles vraiment qui n'ont pas eu ce même courage, qui n'ont pas pu s'exprimer. Combien de jeunes filles est-ce que ce pasteur a amené dans cette église? On ne peut pas compter. Mais sa femme dit arrangeons à l'amiable. Elle ne pense même pas à quitter ce pervers, ce monstre. Elle ne pense pas, ça ne lui traverse même pas l'esprit. Non, arrangeons à l'amiable. Je ne veux pas qu'on mari aille en prison. C'est exactement cette même histoire que j'ai lue sur la page de Jumantou, un pasteur là-bas, toujours au Cameroun, qui a tapé sa femme, tapé, déformé le visage et tout. Et la famille est allée demander à la femme de rentrer dans son foyer. Oui. De rentrer dans son foyer parce que on ne comprend même pas comment l'affaire a fait pour se retrouver sur la toile. Du fait même que Jumantou ait publié ça c'était du discrédit sur l'église. Ce n'est pas normal. Donc la famille s'est retrouvée à arranger. Ils ont fait une assise et ils ont demandé à cette femme les yeux. C'est comme quand vous voyez quand Mike Tyson a fait ses combats, qu'on a tellement boxé ses yeux jusqu'à ses yeux sont fermés comme ça, on ne voit même pas. La femme est tellement déformée. Ça, c'est un pasteur. Voilà quelqu'un qui véhicule le message de Dieu. Un pasteur n'est même pas censé être un bourreau. Mais c'est tellement récurrent, même celui qui a tué son épouse au Nigeria. Donc, voilà donc la famille qui dit non, c'est pas grave, il t'a battu, c'est pas grave, ce n'est pas la seule femme qu'on tape, ce n'est pas la première fois qu'on tape sur une femme, rentre dans ton foyer. Voilà les choses que nous devons vraiment dénoncer avec la plus grande fermeté. J'ai fait une publication où j'ai dit dessus, j'ai été une jeune fille battue au Cameroun et j'ai failli être une femme battue en France. Mais quand je le dis, certaines personnes pensent que
c'est pour fanfaronner. C'est pas pour fanfaronner. Quand nous sommes au Cameroun, dans les endroits où nous avons grandi, dans notre tête, on pense que la violence, quand l'homme te tape, c'est un signe d'amour. On le pense. Beaucoup de personnes au Cameroun le pensent. Beaucoup de femmes dans les foyers le pensent. Vous savez, je me rappelle encore l'émission de Jolie Mime qui disait, qui était à cœur ouvert, où il disait, mon mari ne me tape pas, le bon monsieur n'est même pas jaloux, est-ce qu'il m'aime vraiment? C'était le générique d'une émission de Jolie Mime. À l'époque, j'étais encore toute petite. Moi, j'ai grandi à Yaoundé, où je voyais mon voisin taper sa femme le matin, et le soir, je les voyais aller au bar boire ensemble, comme si de rien n'était. Parce qu'on a grandi dans une société où la bastonnade, on a le droit, l'homme a le droit de punir la femme. Et pour la punir, c'est à travers des actes de violence, d'humiliation, d'insultes. Et on a grandi en nous faisant, on nous a fait savoir que c'était normal. Ton mari peut te taper, non, ça arrive. Voilà comment on nous a toujours éduqués. On nous a toujours mis ça dans la tête. Ton copain peut te taper. Moi, mon copain a levé la main sur moi au Cameroun. Il a levé la main sur moi. Je lui ai pardonné. Parce que j'ai raconté ça à mes copines avec, je peux dire, une joie dans le cœur. Ah, tu sais, il m'a tapé, il a déchiré mes habits. Vraiment, la jalousie, sa jalousie-là est maladive. Je ne m'imaginais pas quand je suis arrivée chez moi et que j'ai raconté ça. Quand ma mère m'a vu entrer à la maison avec des habits déchirés, ma mère m'a dit, mais c'est quoi ça? Mais je veux le voir le plus rapidement possible. C'est ma maman, en fait. La réaction de ma mère m'a tellement surprise que je me suis dit, mais pourquoi elle réagit aussi violemment, avec autant de colère? Elle dit, non, je veux le voir, mais ce n'est pas possible. Mais moi, à l'époque, j'avais quel âge? Ce n'est pas pour cette raison que je me suis séparée de ce monsieur. Je suis restée encore avec lui. Parce que pour moi, c'était... Ah, ben ça va. Je voyais, on bastonnait les femmes tous les jours au quartier. Je voyais, on humiliait les femmes. On prend tes habits, on jette dehors. On ne te dit pas. Et puis, je vois la famille qui revient, dit non, on arrange le mariage. On a grandi dans cette atmosphère-là. On a grandi dans ça. Mais parce qu'on se disait, on ne se rendait même pas compte du danger. On ne se rendait pas compte du danger qu'on court à travers ces violences. Et même quand tu entends que un homme a tapé sa femme et qu'elle est décédée, très peu vont en prison parce que les familles arrivent à étouffer. Les familles arrivent à étouffer cela. Et c'est comme ça que des jeunes femmes meurent, des jeunes filles meurent. Et c'est comme ça que les femmes restent en mariage en se faisant bastonner tous les jours. Parce que, la famille est d'accord avec la violence. Ton grand frère tape sa femme. Donc, tu vas te plaindre chez ton grand frère que mon mari m'a tapé. Il va dire que même ma femme ici, quand elle parle fort, je tape sur elle. Comment est-ce que dans une société, on peut dire, on peut en fait laisser croire aux gens qu'un homme qui t'épouse, par amour, je pense que du moment où quelqu'un vient t'épouser, c'est par amour. Et je l'ai encore dit parce que les gens m'ont dit, quoi, je pense que tu as un problème avec le mariage. Beaucoup de femmes qui sont tuées dans les mariages parce qu'en plus, celle qui n'est pas mariée a quand même parfois un peu 10% de chance de fuir, même de s'en aller de temps en temps. Elle peut partir, elle peut se lever et dire, oh non, j'en ai marre, je pars. Mais généralement, celles qui sont mariées, ce sont les plus tenaces. Elles restent, elles supportent, elles subissent. Alors, quand on en arrive à ce niveau où on est bastonné, on est humilié, on continue à rester, on trouve tous les prétextes. Je reste pour mes enfants, j'attends que mes enfants soient grands, il va changer, il a promis de ne plus le refaire, il a. Et à un moment donné, on se retrouve avec un homme qui sait que ma femme, je peux lui faire tout ce que je veux, elle va rester, elle ne partira jamais. Je peux la bastonner comme je veux. Même sa famille ne va rien dire. Ses grands frères tapent leur femme, tout le monde est femme battue, tout le monde est ceci, tout le monde subit la même chose. Tu vas te plaindre chez ta camarade en disant, ma chérie, comme tu vois, mon mari me tape. Elle dit, ah, moi-même, le mien m'a tapé hier, non. Dans une société, à l'école, on nous apprend, ici, à l'école où nos enfants fréquentent, on leur fait comprendre que la violence est interdite. Mais est-ce que dans la société camerounaise, on fait comprendre aux femmes qu'on n'a pas le droit de taper sur eux, que leurs maris n'ont pas le droit de taper sur eux? Parce que je pense que le tout part de la société, Annie. Tant que, au niveau de la société camerounaise, les responsables n'ont pas fait comprendre aux hommes et aux femmes qu'on n'a pas le droit, déjà interdit même la bastonnade au niveau des écoles. Parce qu'à l'école, on te tape. À la maison, on te tape. Dans le mariage, on te tape. Donc, c'est une continuité. C'est une continuité. On t'a tapé quand tu étais à l'école.
À la maison, on t'a tapé. Dans le mariage, on continue à te taper. C'est normal. On grandit en faisant comprendre aux gens que cette barbarie, cette violence-là, elle est normale. La société ne fait rien pour encadrer, pour protéger la femme, pour protéger même les enfants. Rien. Vous voyez, dans les écoles, les maîtresses ont des tuyaux comme ça pour taper sur les enfants. Alors, pourquoi voulez-vous donc, comment est-ce que cette société qui tolère, même pas qui tolère, qui accepte la bastonnade à l'école, accepte la bastonnade à la maison, va interdire la bastonnade dans les foyers, dans les couples? Elle ne peut pas. C'est ça qui est difficile, justement. Oui, c'est difficile parce que, comme tu l'as dit, la violence est quelque part légitimée. Elle est légitimée par nos coutumes, par nos traditions. Comme tu l'as dit, à Yaoundé, par exemple, une femme se sent aimée quand on la tape. Donc, quand le mari, oui, donc ça, c'est les pratiques de nos us et coutumes, quoi. Donc, ce sont les pratiques. Ça veut dire que nos grands-parents, nos parents ont été victimes. Donc, on l'a instauré dans la société. On dit, c'est comme ça que vous allez marcher. Et avec le temps, on comprend que ça nuit. Parce que je ne pense pas qu'au temps de nos parents, il y avait autant de décès. Donc, quand parfois on tapait, on blaguait, on se disait non, c'est pour taper, il n'y avait pas autant de décès de femmes. Donc, de plus en plus, il y a autant de décès et ça devient interpellant. Parce qu'une femme qui perd la vie, voilà, la vie humaine, c'est quelque chose qui est cher. On devrait déjà commencer à se poser des questions et abandonner ces pratiques. Tu te souviens à l'époque, Nadine, nous, jeunes filles, on a subi tellement de violences. Il y avait cette pratique aussi dans les familles. Quand une jeune fille avait 10 ans, 12 ans et commençait à avoir les seins, il y avait le repassage, là. Je ne sais pas si tu as été... Oui, exactement. Oui. On massait les seins des jeunes filles. Tout le monde passait par là. Quand tes seins commençaient, on te dit non. Parce que les jeunes gars vont commencer à te regarder. Il faut que ce soit, on te met la pierre comme ça, on t'appuie. Beaucoup de jeunes filles à l'époque ont été victimes de cela. Mais quand à un moment on s'est rendu compte que c'était une mauvaise pratique, on l'a abandonné. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les gens doivent prendre conscience. Parce que si on attend, tu as parlé de l'État tout à l'heure, en principe, c'est l'État qui devrait protéger la femme. L'État a signé, le Cameroun a signé la convention sur la journée internationale des violences faites aux femmes, le 21 novembre. Il y a une convention. Le Cameroun a signé tout ça. Mais dans la pratique, on ne voit rien. Puisque même depuis des années, la fête du 8 mars, ils ont déjà conduit ces femmes déjà à la dépravation, à ce qu'on les tape, on les met dans les rigoles pendant des années. Ils n'ont que fait qu'accentuer cela. Donc, ils sont les premiers coupables. Le gouvernement camerounais est le premier coupable des crimes des femmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien fait. Les gens ne peuvent pas prendre conscience pour se protéger. Non, le gouvernement aussi est là pour protéger les gens parce que les femmes sont vulnérables. Une femme qui cherche à rester dans le mariage parce qu'elle n'a pas où aller. Elle n'a pas où aller. Quelle est la loi qui protège la femme pour dire, par exemple, que s'il y a divorce, c'est la femme qui doit rester dans la maison, toi, l'homme, tu vas partir. Quand il y a divorce au Cameroun, c'est la femme qu'on met dehors. Donc, il y a une violence verbale que l'homme, d'abord, elle est victime tous les jours. L'homme lui dit, oh, tu t'amuses, tu rentres chez toi. Et chez elle n'a plus sa place. Parce que même sa famille, quand tu vas en mariage, tu pars comme si c'est un fonds de commerce, tu es allé chez quelqu'un, c'est la personne qui va aussi s'occuper de ta famille et de toi. Donc, la femme, elle est victime de violence à tous les niveaux.
à les fait. violences même dans sa propre famille, elle est considérée comme un fonds de commerce de la famille, c'est elle qui doit porter tous les problèmes. Elle est considérée pour l'homme comme vraiment, et il n'y a personne pour la protéger. Celle qui ne trouve pas la mort dans ces violences, parfois, elle trouve la mort à petit feu. Elle meurt à petit feu. Petit feu, oui. Oui. Donc, vraiment, je pense qu'on doit beaucoup sensibiliser. On doit continuer, on doit éduquer, rééduquer notre société parce que vraiment, c'est terrible ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Parce que chaque jour, comme on dit, il y a toujours quelque chose. Tu dors aujourd'hui, demain, c'est une autre histoire. Il y a toujours des choses, il y a toujours des choses. Franchement, on ne peut pas continuer à abandonner la femme de cette façon. Et la femme aussi, Nadine, moi, nous les femmes, tu as dit tout à l'heure là que tu as fait une publication pour dire que le mariage n'est pas une fin en soi. On m'a bien lessivé. Et ce sont toujours les femmes même, tu vois, qui vont venir te lessiver pour dire que donc la femme même d'abord est la première à se moquer même d'abord d'une autre Je sais femme qu'elle qui n'est n'est pas pas mariée, mariée. mais bien sûr, C'est terrible. bien sûr. C'est terrible. Et Mais elle sait on ce nous a qu'elle appris ça, vit Annie. dans le mariage. On nous a appris ça. Tu sais, au Cameroun, c'est ici qu'on appelle tout le monde madame. En Europe, on appelle madame, on appelle tout le monde madame, madame, monsieur. Au Cameroun, pour t'appeler madame, il faut que tu aies une alliance au doigt. Au Cameroun, Ouais, c'est ça. parce qu'elle est mariée. Ouais. En Occident, quand tu vas dans un bureau, on t'appelle madame. Moi, on a commencé à m'appeler madame en Occident. Bonjour madame, bonsoir madame. Au Cameroun, tu arrives, on te regarde, tu dit, et si on même t'appelle madame, on t'appelle madame. Il faut qu'on regarde ton madame, Madame telle. madame telle. Si, Non, madame telle, oui. ici, on appelle madame, madame Mimi. Madame, Ouais. voilà, madame, madame, monsieur. Oui. On a C'est une belle remarque, hein, Nadine. mais, Parce que même ici, les voilà. femmes même qui se marient portent le nom, hein. On ne les appelle Mais pas n'oblige beaucoup pas par à le nom. complètement changer. Elles ont le choix. Ouais. Elles ont le Si. choix de garder, soit de garder leur nom, soit de porter le nom de leur mari. Au Cameroun, c'est automatique. Dès que tu te maries, on oublie de ton nom. On prend le gros nom de ton mari, on pose sur ton acte et c'est fini. Non, mais en fait, Annie, je te dis, j'ai grandi avec une maman célibataire. Je sais ce que j'ai vécu au quartier. Je sais ce que j'ai vu dans mon enfance. Comment les gens pensent que c'est le fait d'être marié qui donne du respect à une femme. Voilà ce qu'on nous apprend au Cameroun. Voilà ce qu'on nous met dans nos têtes. Mais oui, on nous apprend que pour être respecté, il faut être madame quelqu'un. Mais va voir comment ces madame quelqu'un boivent la misère, boivent la souffrance dans les foyers, subissent. Une femme ne devrait en aucun cas être enfant de commerce. Tu es en mariage, ton mari s'occupe de toi, il s'occupe de ta famille, il s'occupe de tes frères. Tu deviens une charge pour lui. Une charge financière, une charge psychologique. C'est normal qu'il te méprise, il te rabaisse. Tu ne peux même pas parler fort parce qu'il paie la pension de ton frère, il paie la pension de ta soeur, il envoie un peu d'argent à ta mère. Comment tu vas parler quoi? Tu vas dire quoi à cet homme? Voilà tout ce qu'on nous apprend. Pour nous, au Cameroun, on nous apprend que du moment qu'une femme part en mariage, c'est Alléluia, Amen, on est sauvé. Ça ne devrait pas être cela. Ça ne devrait pas parce que la femme, en même temps, ne cherche même pas à être indépendante, en fait. Elle ne cherche pas à se dire, je vais me débrouiller et puis voilà. Elle est sur le dos du mari. La dépendance, elle est morale, la dépendance est financière, la dépendance à tous les niveaux. Oui. Et voilà, elle vit le calvaire. Elle vit le calvaire parfois dans ces ménages-là. Ce n'est pas normal, franchement. Moi, j'ai dit je parlais comme ça, un gars m'a dit, oui, vous savez, vous parlez, vous dites qu'on viole les filles et tout, vous avez vu comment les femmes s'habillent, elles sont toutes dénudées, elles sont provocantes et tout. Et l'autre m'a encore dit, oui, mais c'est parce que vous avez les longues bouches, vous parlez trop, vous insultez vos maris, et du coup, voilà, j'ai envie de dire, donc du moment où j'insulte mon compagnon, il a le droit de lever la main sur moi. Il a le droit de me donner une belle claque. Il a le droit de prendre même, parce qu'il y a même des hommes qui prennent la ceinture pour te fouetter comme si tu t'appelles un enfant de la maternelle. Donc,
En fait, si mon mari il m'insulte, je ne peux pas le fouetter parce que je n'ai pas cette force. J'ai pas cette force. Mais si moi, je manque du respect à mon mari, lui, il a le droit de me bastonner. Je ne comprends pas comment on peut encore avoir ce genre de langage au jour d'aujourd'hui. Comment on peut même justifier ces actes au jour d'aujourd'hui. Je ne comprends pas. Et comment on peut justifier le fait qu'une jeune fille peut se faire violer parce qu'elle a mis une mini-jupe ou parce qu'elle a mis un short. Je tiens à rappeler aux autres qu'ici en Europe, il y a des endroits où les femmes marchent nues, complètement nues, complètement nues, nues. En fait, je pense que si la police faisait son travail, on n'allait pas arriver à ce niveau. Parce que celui qui dit ça pense qu'il vit dans une société où il n'y a pas de loi. Parce qu'une fille va mettre un petit short, tu peux la violer. Je ne sais pas s'il sait que c'est interdit. La violence est punie par la loi. Et la justice, en fait, devrait faire son travail. C'est Mais parce qu'on est dans une société où on ne fait rien, la justice est corrompue, les victimes sont abandonnées à elles-mêmes, comme je dis. Voilà où on en est. Je vais te parler le cas ici, Nadine, d'une dame qu'on a publié même sur la page de United la semaine passée, une dame qui a été victime d'une violence, mais ça, c'était dans un cadre familial. Elle a été victime de son cousin l'a frappée oui, j'ai vu parce ça. que, ah, tu as lu la dame. Oui. Et ce cousin vit dans la maison familiale et cette dame a quitté l'Europe Pour rentrer au parce Cameroun. qu'avec des problèmes administratifs de rapatriement et tout, elle est rentrée au Cameroun. Elle était en Europe, elle fréquentait et tout, mais elle est rentrée comme ça. Mais depuis 5 ans qu'elle est rentrée, elle vit le calvaire avec sa famille. Tout le monde est contre elle. Il y a un oncle qui lui a même dit il fallait rester là-bas, te prostituer, même avoir le sida, au lieu de rentrer ici. Un oncle lui dit ça. Parce que là, elle est au Cameroun, elle ne peut plus envoyer les sous. Elle ne peut plus envoyer les sous. Elle regarde aussi que, OK, moi-même, je suis là, mon père a une maison, moi, je peux aussi avoir ma chambre. Non, 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 il ne faut pas. On a dépensé pour t'envoyer en Europe, comme si on l'envoyait chercher de l'argent en Europe. Non, il faut dénoncer l'attitude de certaines familles. Parce que vraiment, et on amène ce cousin à la justice. Les policiers s'amusent à dire, si tu recommences encore, on va t'arrêter. Hein. Si tu recommences, la femme avec, apparemment, elle doit faire des scanners, elle est très mal. Voilà une justice. Et la dernière, Nadine, oui, non, c'est juste pour te dire à quel niveau notre justice est corrompue. Et comme on a publié, il y a un commandant qui a lu la publication et qui a appelé la dame. Il dit à la dame, elle a eu 2 appels. Hein. Le commandant lui a dit, tu peux avoir 15 000 pour mettre le carburant dans la voiture de la police, comme ça, on vient chercher ton cousin. Elle leur dit, mais vous avez lu la publication, vous n'avez pas vu que j'étais en détresse, que je n'ai même pas d'argent, vous n'avez pas bien lu la publication. Elle dit, madame, vraiment, on ne peut rien faire. J'ai lu vraiment la publication, j'ai pitié de vous, mais il vous faut avoir 15 000 pour le carburant. Mais le carburant, ce n'est pas un cas de la police. La police fonctionne et c'est toi qui dois mettre. Juste pour te dire à quel niveau, degré de déshumanisation où on est au Cameroun. Quelqu'un qui est en détresse, il faut 15 000. Une autre personne, un officier de police, a contacté la dame et a dit à la dame, j'ai ma soeur qui est procureure, tu peux aller dans son bureau, mais là, il faut avoir quelque chose parce qu'elle va te demander quelque chose. Comme ça, elle va faire enfermer ton cousin. Mais regarde-moi un pays comme ça dans lequel regardez un pays. Vous allez dire qu'il y a la justice dans ce pays, que les gens ne vont pas mourir, que quand tu as un problème, qui t'aide? Qui t'aide? Voilà 2 autorités qui lisent un problème sur Facebook, contactent la victime. Regardez comment ils apportent
la réponse à ce problème? Est-ce que ces réponses-là peuvent aider la victime? Est-ce qu'ils sont en train d'aider la victime? C'est quand la dame va mourir. Ils ne sont pas là pour l'aider, ils sont là pour se faire un peu du beurre. C'est ça. Mais elle a dit au monsieur, mais vous travaillez, vous avez un salaire le mois. Pourquoi moi je dois encore payer 15 000 pour le carburant? Pourquoi je dois payer 15 000 pour le carburant? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, Annie. Pour que le cas de police se déplace, même quand ils appellent au quartier, il faut mettre le carburant dans la voiture. Il faut mettre le carburant. C'est toi, le plaignant, qui met le carburant. Ah oui. Ouais. Si tu veux qu'ils se déplacent, qu'ils viennent, tu mets le carburant dans leur voiture. C'est comme ça que ça fonctionne. Un carburant qu'on ne voit jamais, mais tu mets quand même le carburant. Ah, mais en fait, tu sais, Annie, les hommes les plus... ceux qui tapent les plus leurs femmes sont les hommes en tenue. Hein. Ça, c'est juste pour te dire hein, que les hommes en tenue, mais c'est les pires. C'est les pires qui bastonnent correctement les femmes à la maison. Tu sais, quand tu vas ici au commissariat te plaindre de violence, la façon dont on te reçoit, la façon dont on t'écoute, la façon dont on te réconforte, tu comprends déjà que la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas grandi. Soit s'il a grandi, c'est quelqu'un qui n'applique pas cela. Ou alors c'est quelqu'un qui fait vraiment la différence entre le travail et le privé. Parce que on t'écoute, on t'écoute. On t'écoute vraiment et on te fait comprendre que ce que tu es en train de subir n'est pas du tout normal. Que ce n'est pas du tout normal. Que tu as le droit de porter plainte. Et que tu as le droit d'avoir un avocat gratuitement. Tu as le droit d'être assisté par une assistante sociale qui va t'accompagner. Mais quand tu vas au Cameroun, au commissariat te plaindre, tu dis oui, mon mari m'a tapé parce que... Ah, pourquoi tu as le droit d'insulter? Est-ce que tu as le droit d'insulter ton mari? Hein? Vous, les femmes, aujourd'hui, là, vous parlez trop. Soit parce que tu as un peu fréquenté, tu parles mal à ton mari. Est-ce que tu as le droit de faire ceci? Est-ce que... Tu penses, Annie, qu'un homme qui violente sa femme à la maison, quand tu vas aller le voir au commissariat pour te plaindre, tu penses qu'il peut te dire quoi d'autre? Si ce n'est rentre à la maison, si ce n'est... Parce que c'est son quotidien. C'est son quotidien. Si les hommes en tenue qui sont censés protéger, qui sont censés sécuriser les gens, quand tu pars au commissariat, s'ils faisaient leur travail, et que quand tu rentres au quartier, tu dis que je suis allé au commissariat me plaindre vraiment, la catégorie des policiers m'ont bien reçu, on a été mon mari, il a fait la garde à vue 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu penses que ces hommes qui tapent leur femme faisaient des gardes à vue 3 jours, une semaine, et tout, et tout, et tout, et tout. Ils ne peuvent pas répéter l'acte aussi rapidement parce qu'ils auraient peur. Ils auraient peur que oui, la dernière fois, j'ai tapé sur ma femme, on m'a arrêté, j'ai fait une semaine de garde à vue, j'ai fait 2 jours de garde à vue, vraiment, ça m'a un peu... Parce que ça te permet de te remettre les idées en place. Du fait même qu'on te convoque au commissariat et qu'on te convoque, tu te déplaces, peut-être tu poses une minute de travail par le commissariat et tu te fais interroger et tout et tout. Ça te fait, ça travaille dans ta tête. Si tu es quelqu'un de réfléchi, ça devrait logiquement travailler dans ta tête que oui, mais vraiment. Mais non, tu n'es pas du tout inquiété au Cameroun. Tu n'es pas du tout inquiété. Donc, toutes les plaintes qui sont déposées sont sans suite. Les bourreaux ne sont pas inquiétés. Ça ne peut que, il ne peut qu'avoir recrudescence des actes de violence. Exactement. Voilà, j'ai suivi la dernière fois à Bafia. On dit qu'il y a un homme au quartier qui est pédophile, donc qui pose des actes sur les enfants au quartier. C'est un papa. Ce n'était pas la première fois. Donc la première fois, les gens sont allés se plaindre au niveau du chef du quartier, du chef du village, et puis lui dire que voilà, ce papa-ci, on a remarqué qu'il fait ceci, il fait cela sur des enfants. C'est un pédophile. C'est un homme âgé qui passe son temps à violer les enfants au quartier. On va se plaindre au niveau du chef du quartier, qui est un papa, qui doit forcément avoir des enfants. Tu penses que le chef du quartier où on allait se plaindre chez lui, Annie, c'était son enfant qu'on avait violé, sa réaction allait être comment? Il allait peut-être aller au commissariat, dire que oui, il faut qu'on afferme celui-ci, mais le chef du quartier de 60 ans, c'est pas son enfant qu'on a violé. Donc on va se plaindre chez lui. Il calme la situation, il demande aux familles de rentrer. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, le monsieur a récidivé et c'est arrivé à un moment donné où ils sont allés se plaindre au commissariat. Mais sauf que le monsieur est toujours en liberté. Ce papa pédophile est toujours en liberté. Il n'a pas été arrêté. Celui qui est en Ingoman, qu'on appelle Kemonye, qui a violé sa fille
et qui est en liberté. Et il a reconnu, écrit noir sur blanc sur un papier, il a reconnu les faits. Et comme conclusion, il dit qu'il va se laver au village. Mais il est en liberté, il n'est en aucun cas inquiété, il n'est en aucun cas derrière les barreaux. Comment est-ce qu'il va pas répéter cela à lui? Il va répéter cela, mais en étant plus prudent, en étant plus malin, en étant plus méticuleux pour ne pas se faire arrêter une deuxième fois. Il va le recontinuer. Vous savez, ces gens, ces pédophiles, c'est dans la tête. Hein. Quand on commence à faire ce genre de vices, ça reste dans la tête. C'est comme un braqueur, c'est comme un cambrioleur. Ça reste dans la tête. Ça ne sort pas. Ils vont continuer, mais ils sont en liberté. Ce monsieur qu'on a été à Mingoma, la photo est sur Facebook. Il est en prison, il est en liberté. Pourtant, il a commis des actes ignobles sur des enfants. Il est libre. La justice ne fait aucun travail pour mettre ces personnes derrière les barreaux. Aucun. Mais le problème, c'est aussi tous ces ministères, Nadine, tous ces ministères que nous avons chez nous, le ministère de la femme, le ministère des affaires sociales, tous ces ministères qui sont impliqués dans la cause des enfants, des femmes, vraiment, ce sont des ministères budgétivores parce que voici où on les attendait. Et on a eu, tu te souviens à l'époque de Malika, la ministre avait même pris la parole par rapport à ce qui s'était passé. Mais normalement, après ça, on attendait quand même que des mesures soient prises. Quand je dis des mesures, ça veut dire on attendait parce que dans beaucoup de pays, ce qui fait la force de la protection de la femme, c'est la société civile, c'est les associations, parce que ce sont ces associations qui sont proches des femmes. Et même la police, là, il y a des pays comme le Sénégal, certains pays où la femme, quand elle est victime, elle ne va même plus à la police. On a créé dans des quartiers, oui, des antennes, on a créé des services où il y a des personnels du social, des éducateurs qu'on forme. On les forme un peu pour dire, quand une femme va venir se plaindre ici, comment est-ce que vous allez l'écouter? On les forme pour ça, parce qu'on a constaté que quand elles allaient à la police, il n'y avait rien qui était fait. On a créé des structures où des femmes peuvent aller s'exprimer, même dans le secret, pour dire j'ai vécu ça. Elles ont un suivi, elles ont l'écoute, comme tu as dit. Elles sont écoutées, elles sont suivies. Mais chez nous, il n'y a que la police. Et maintenant, créer ces services-là, c'est de la compétence des ministères de la femme, ministère de l'enfant, de la famille. C'est de leur compétence. Et quand elles sont au courant de ce que les femmes sont en train de vivre, elles ne font rien. On se pose toujours des questions vraiment sur les missions, sur ce qu'elles font. Parce que même quand tu vas lire, par exemple, chercher des informations sur comment est-ce que les violences faites aux femmes sont prises en compte au Cameroun, on te dit qu'il n'y a même pas de rapport. Donc, le ministère ne produit aucun rapport à l'ONU. Même l'ONU se plaint que depuis au moins 5 ans, il n'y a aucun rapport par rapport à l'état des violences faites aux femmes au Cameroun. Il n'y a pas de rapport. On ne dit pas que, par exemple, ici en Europe, quand on fait la fête de la femme ou bien le 21 novembre, on te sort les chiffres. On te dit que cette année, il y a eu 10 femmes qui sont mortes de suite de féminicides, qui ont été tuées par leur... Oui, il y a eu recrudescence, il y a eu baisse, on analyse. Au Cameroun, il n'y a aucune étude. L'ONU reste là, ils attendent que, ok, quel est le rapport du Cameroun par rapport... Non, on ne travaille pas, ce n'est pas le tasse de thé. Les associations sont sur le terrain. Tu vois, par exemple, une association comme Femina,
que United a soutenu, que nous avons soutenu ici par rapport à la cause des femmes. Tout à fait. Nous voyons un média comme Griot, par exemple, qui est là à dénoncer. Ah Nous oui, avons plein d'associations qui oui. se déploient sur le terrain, mais qui ne sont pas soutenues, Oui, qui n'ont pas d'espace. tout à fait. Où est-ce qu'ils vont, où est-ce que les gens vont même venir, les victimes peuvent venir? Est-ce qu'ils ont des bureaux? Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas d'espace où des gens, ils n'ont pas d'espace où des gens peuvent venir s'exprimer. Ils n'ont pas de personnel formé à cet effet. Pourtant, il y a le budget pour ça. Comment on peut en sortir? Avec ce gouvernement, c'est un leurre. On ne pourra pas en sortir. Si on maintient ces gens, on ne pourra pas. Les femmes camerounaises vont continuer à souffrir. Encore, cette violence-ci est cultivée, est dans nos coutumes, dans nos mœurs. À l'école, on te tape. Partout. Quand tu regardes même, quand tu écoutes la musique camerounaise, elle est violente. Quand tu regardes les feuilletons parfois, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui. Bon, à l'époque, quand on regardait des feuilletons, des comédies, il y avait aussi beaucoup de violence dans le langage. Et puis parfois, ça passe inaperçu. Pourtant, ça, c'est des paramètres, ça, c'est des choses sur lesquelles même le ministère de la Culture pouvait travailler par rapport aux comédiens. Il y a des comédies qui sont violentes. Si on sent une comédie qui est violente, qui a des propos qui insultent, on peut rappeler le comédien et lui dire non, ça ne respecte pas ceci, soyez moi. Oui, parce que les comédiens, c'est la vitrine. Ils sont écoutés par beaucoup de personnes. Donc, ça veut dire que s'ils véhiculent des messages qui ne sont pas corrects, ça va avoir un impact sur la société. Et tout ça, il faut travailler. Au Cameroun, on ne travaille pas ça. Le comédien fait sa comédie, il insulte, nous on est là, on rit. Donc il a bien insulté, on véhicule les messages, ça entre dans la tête de nos enfants, ils grandissent avec et on est toujours face à des catastrophes humaines. Donc c'est un travail d'ensemble vraiment qui doit être fait. C'est vraiment un travail d'ensemble parce que le mal est très très profond. Le mal est profond, franchement. Le mal est profond. Mais Annie, est-ce que je pense que du fait que les associations ne sont pas subventionnées et les associations aujourd'hui ne sont pas subventionnées et les associations n'ont que, moi quand je parle un peu d'un truc comme Griotte, moi je vois la majorité des violences faites aux femmes que je vois sur la toile, c'est dénoncé par cette association Griotte là. Mais c'est la subvention des associations, si c'était vraiment respecté au Cameroun, quand tu vois celle-là qui s'occupe des enfants autistes au Cameroun, Autiste, oui, ouais. c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est vrai, on peut pas. Et même si on peut dire que c'est son rôle parce que le gouvernement ne peut pas tout faire seul. Mais si elle était subventionnée, le gouvernement peut ne pas avoir, avoir la possibilité d'avoir des structures partout. Mais le gouvernement a des subventions qui peuvent permettre justement aux gens qui créent des structures comme ça, qui peuvent les permettre de mieux s'implanter, de mieux accompagner les gens qui sont dans le besoin. Mais ce n'est pas le cas. Pourtant, il y a des ministères avec des gros budgets qui sont censés s'occuper de ça. Mais sauf que le budget alloué à toutes ces causes-là rentre dans les ventres des ministres. C'est vraiment incroyable qu'au Cameroun, le social, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit là pour défendre la cause des enfants, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit là pour défendre la cause de la femme. Les enfants sont sodomisés matin, midi, soir. Les enfants sont presque nus. On ne protège pas on ne protège pas les enfants. On ne protège pas. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, des violeurs, des pédophiles soient dehors en totale liberté, alors qu'il y a un ministère des Affaires sociales
un ministère de la jeunesse. On voit des sextapes partout au Cameroun. On voit des enfants en train de fumer, de se droguer, des collégiennes en train de faire des danses pas possibles, des gens, des collégiennes en train... Mais on voit ça partout. Mais ce n'est en aucun cas... Je pense que le gouvernement pourrait même faire des campagnes avec les publicités où on dit comme ici, non, stop à ceci, stop aux violences, ta femme est ton amour, ce n'est pas ton tam-tam. Des campagnes comme ça qu'on diffuserait sur toutes les chaînes, que ce soit sur toutes les chaînes de télévision, pour vraiment attirer l'attention des gens que ce n'est pas possible parce que les enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui grandiront avec dans leur tête qu'ils ont le droit de taper sur les femmes au Cameroun. Ils grandiront comme ça. Pour eux, ça va toujours se répercuter parce que même si on dit nos parents n'étaient pas aussi violents, ne tapaient pas, nos arrières, nos grands-parents ne tapaient pas autant sur leurs épouses. Mais il faut se dire qu'à la génération de nos parents, il y a beaucoup de femmes battues. Notre génération, il y en a de plus en plus. Ça veut dire que la génération qui viendra après nous, il y en aura encore plus que ça. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est très violente. Et rien n'est fait pour encadrer cela. Dans le programme d'Emmanuel Macron, ici en France, pour sa campagne-là, il parle des féminicides, il parle de ce que les hommes encourent en cas de violence conjugale et qu'il va encore visser cette loi pour protéger la femme. Si. Ça fait partie des projets d'un président. Parce que le gouvernement est censé protéger les populations. Si. On ne peut pas laisser les enfants comme ça, livrés à eux-mêmes. On ne peut pas laisser et quand on parle même de cette histoire de Malika, je peux te dire, Annie, que Martin Camus, c'est parce que c'était quelqu'un de très connu. C'est parce que c'était quelqu'un de très connu. Il n'aurait pas été quelqu'un de très connu. Cette histoire aurait pu passer comme ça, comme une lettre à la poste. C'est parce que Martin Camus était quelqu'un de connu. C'était un journaliste quand même de renommée internationale. C'est pour cela que cette histoire, il n'a pas pu échapper. Mais des Martin Camus, il y en a plein au Cameroun, hein, qui n'ont pas fait de prison, qui n'ont jamais été condamnés, qui n'ont jamais été inquiétés. Et la preuve, il a fait combien de mois de prison? Il est libre aujourd'hui. Mais il a été condamné parce qu'il était quelqu'un de très connu. Il n'aurait pas été quelqu'un de très connu. Ce serait passé comme une lettre à la poste. Voilà ce à quoi les gens sont, la jeunesse est livrée, abandonnée à eux-mêmes. Mais si ce Mackay Wafo était du MSC, il serait déjà en prison depuis. Hein. Si c'était quelqu'un s'il était du MSC, on l'aurait déjà arrêté depuis pour dire que lui, il a une carte du MSC, on l'aurait déjà enfermé. Bah oui, parce qu'ils ont quand même une rapidité à arrêter tous ceux qui font de la politique, tous ceux qui dénoncent ou insultent le président, ils ont une rapidité à les arrêter. Mais ceux qui tuent, ceux qui pillent, ceux qui violent, on ne les arrête pas facilement. Ils ont la capacité d'aller dans les deux des services, comme ils sont allés arrêter le jeune saut à son lieu de service, ils l'ont arrêté pour l'amener en prison parce qu'il était du MSC. Donc, en fait, si tu fais la politique, on peut vite t'arrêter parce que tu es quelqu'un qui veut le changement, tu es quelqu'un qui veut des choses nouvelles. Mais du moment où tu ne fais pas la politique, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas être quelqu'un, tu vas être protégé, en fait, on ne te gère même pas. Ouais. Parce qu'ils sont, en fait, ils sont dans leur logique de conservation du pouvoir à tous les prix. Oui. Donc, leur but, leur finalité, donc, c'est de conserver le pouvoir, c'est de rester au pouvoir. C'est ça la dictature, en fait. La dictature ne s'intéresse pas de vos problèmes. La dictature ne veut pas savoir si l'économie se passe bien, si l'économie se porte bien, si le social, si les gens mangent à leur faim. Non, la dictature, c'est la répression. Elle est là pour reprendre. Je crois qu'Annie a des soucis de connexion.
crois qu'elle doit avoir des soucis de connexion. Elle va nous revenir. Elle va nous revenir bientôt, Annie. Je pense que sa connexion bug un peu. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, en toute honnêteté, à ces valeureuses femmes, à ces femmes éperdument amoureuses, ces femmes vraiment éprises de leur conjoint, ces femmes très amoureuses qu'on tape le matin et le soir, on est au restaurant. Je vais vous dire une chose, à moi, ma première bastonnade en France, j'ai reçu comme cadeau un sac Burberry, parce que c'est comme ça que les hommes fonctionnent. On te tape et puis on te fait un grand cadeau après pour t'amadouer. On te poche l'œil, on t'offre un sac Louis Vuitton pour te consoler. Et tu t'habitues à ça. On te méprise, on te trompe même. On te trompe. On te trompe et pour te consoler, on t'offre même un voyage. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, mes chers sœurs, j'ai envie de vous dire une chose. Personne ne peut protéger vos enfants mieux que vous-même. Et personne ne peut vous protéger mieux que vous-même. Et personne ne peut vous aimer mieux que vous-même. C'est-à-dire, moi, la façon dont je m'aime, quelqu'un ne peut pas m'aimer plus que moi-même. C'est impossible. Donc, il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrive à un moment donné à comprendre que on est d'abord amoureuse de soi avant d'être amoureuse de quelqu'un d'autre. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer quelqu'un plus que toi. Tu dois d'abord te protéger toi-même. Et quand on aime quelque chose, on ne le détruit pas. Quelqu'un ne peut pas t'aimer et te détruire en te tapant, en te boxant, parce qu'il te tape physiquement, mais il te détruit aussi psychologiquement. Il te diminue. Ce n'est pas des signes d'amour, ça. Ça n'a jamais été un signe d'amour. Donc, si d'aucuns pensent que le mariage être marié, c'est une grande réussite, protéger le mari violent, ou alors, parce que je sais que beaucoup parmi nous, on reste en mariage parce qu'on se dit, ah, moi, par exemple, mes deux petites sœurs sont mariées. Hein. Moi, mes deux petites sœurs sont mariées. Ma petite sœur qui me suit est mariée depuis Mathusalem. Elle est mariée, ça fait peut-être 20 ans aujourd'hui qu'elle est mariée. Hein. Voilà. Et la dernière aussi est mariée. Je suis la seule qui n'a pas encore trouvé le parfait Roméo. Voilà, mais je sais que mon mari, il a trouvé il est quelque part, mais ce qu'il ne sait pas encore que c'est lui qui va m'épouser. Mais je sais qu'il est quelque part. Je sais qu'il est quelque part, mais il ne sait pas encore que sa femme est posée quelque part, qu'elle l'attende. Le premier mari de la femme, c'est son travail. On se marie d'abord à son travail, parce que c'est la chose qui te rend autonome, c'est la chose qui t'évite de te rabaisser, c'est la chose qui te rend fier de toi parce que tu peux t'offrir tout ce que tu veux. C'est la chose en fait, qui peut même te sauver la vie, le travail. Peu importe le travail que tu fais, peu importe. Parce qu'il ne faut pas toujours penser qu'il faut être assise dans un bureau, bien il faut avoir des milliards. Mais quand on a même une toute petite autonomie financière, c'est-à-dire quand on peut avoir une toute petite autonomie financière, c'est très important parce que ça nous empêche, ça nous permet de nous assumer nous-mêmes et ça nous permet de ne pas toujours être en train de demander je veux, il faut que, est-ce que tu peux me donner 1000 francs, je vais envoyer à ma mère, est-ce que tu peux me donner 1000 francs, je vais aller coiffer l'enfant, est-ce que tu peux me payer le taxi, est-ce que tu peux me donner 200 euros pour payer le taxi. C'est très important, mes soeurs. C'est très important. Et je veux aussi vous dire une chose, c'est que moi, je ne respecte pas une femme parce qu'elle est mariée. Non. Non. Je te respecte parce que tu es un être humain. Je ne cherche pas à savoir si tu as l'alliance au doigt pour pouvoir t'accorder mon respect. Que tu sois marié ou pas marié, tu as le respect. Ça dépend de la façon dont tu te comportes dans la société. Ça dépend de la façon dont tu vis. Ça dépend. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des femmes les plus influentes, même dans le monde, elles ne sont pas forcément mariées, hein, mais elles sont influentes parce qu'elles ont de l'argent. Quand vous regardez les Oprah, Oprah n'est pas mariée, mais elle est influente parce qu'elle a de l'argent, parce elle a su se bâtir un empire. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, vous pensez que du fait d'être marié, le mariage, ça vous enlève de la misère. Le mariage, il faut que je me marie vite parce que ça va me permettre de ne plus être pauvre. Non, non. N'allez pas en mariage parce que vous allez être des fardeaux pour vos maris. Allez en mariage parce que vous aimez la personne avec qui vous allez, parce que vous allez construire des choses ensemble, et pas pour être un fardeau pour cette personne. N'allez pas en mariage parce qu'il faut que vous aidez votre famille. Non, j'ai trop de soeurs, j'ai trop de frères, il faut que j'aide ma mère. Franchement, il faut que je me marie avec un homme riche pour pouvoir aider ma famille. Mais cet homme riche te tape tous les jours. Cet homme riche viole tes enfants. Et tu n'es pas là, tu ne peux pas le dénoncer parce que tu veux à tout prix rester cette femme qu'on dit Madame telle, Madame telle. Non, non, non.
Non. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette vie que je mérite? Est-ce que on peut aussi ne pas être marié et être heureuse? Oui, c'est possible. Si vous continuez à protéger vos bourreaux, si vous continuez à protéger ces tortionnaires, si vous continuez à protéger ces hommes qui vous humilient tous les jours, qui vous bastonnent tous les jours, parce que moi je ne comprends pas. Quand on aime quelque chose, on chuchote la chose, on protège, on câline. En fait, on dolote la chose. Quand on aime quelqu'un, ce sont ces choses-là. C'est de l'amour qu'on doit lui donner et non de la bastonnade. Un homme ne peut pas te taper, te donner des bosses, et 2 secondes après, il te dit, chérie, je t'aime franchement, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Tu sais, toi aussi, tu parles beaucoup, tu m'as beaucoup insulté. C'est pour cela. Quand un homme ne peut pas se contrôler, un jour, un coup fatal va arriver. Un jour, le coup, je ne peux pas me contrôler, non, le ceci, et c'est ça le coup fatal, et tu seras morte. Si on devait taper sur toutes les femmes qui parlent fort dans leur foyer, il n'y aurait aucune femme en vie. Le Seigneur vous donne la capacité à vous, les hommes, de pouvoir vous maîtriser, de pouvoir d'avoir le self-control. Et même, si tu trouves que ta femme t'insulte beaucoup, et que voilà, c'est une femme qui est irrespectueuse, ça ne va pas, c'est pas ta qualité de femme, séparez-vous. J'aurais pu dire là, séparez-vous, le divorce existe. Celui qui a créé le mot, celui qui a créé le divorce n'est pas un con. Ça existe. Et la deuxième chance aussi existe. Moi, j'ai vu des gens de 50 ans, 55 ans se séparer et refaire leur vie. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, continuer. Vous, qui dites à vos soeurs, non, laisse, ton mari t'a tapé, ce n'est pas grave, support. Ton mariage, c'est comme ça, le mariage est dur. Le mariage n'est pas dur parce qu'on bastonne quelqu'un tous les jours. Moi, je vous dis que le mariage est dur parce qu'on doit supporter quelqu'un qui a une autre éducation différente de la mienne. On doit supporter les humeurs de la personne d'en face, mais pas par rapport à la bastonnade. Non, c'est pas par rapport à ça que je vais dire que le mariage est dur. Non, le mariage est dur pour moi parce que je supporte les humeurs de quelqu'un, je supporte ses caprices, je supporte beaucoup de choses. Mais c'est pas ça, ça sera pas par rapport à la bastonnade que je vais dire que le mariage est dur. Non, 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 non. Non, ça ne devrait pas faire partie du mariage, la bastonnade. Chaque jour, les femmes meurent. Hier, j'ai encore vu une femme avec le couteau poignardé dans le dos par un homme. Chaque jour, les femmes meurent. Doris qui est morte à Douala. Vous savez ce que son mari, son compagnon a dit à la police qu'elle s'est fait électrocuter. Qu'elle s'est fait électrocuter. Pourtant, c'est parce qu'elle a reçu le coup de trop qu'elle est tombée, elle est morte. Et quand on l'a amenée à l'hôpital, il a dit aux voisins qu'elle s'est fait électrocuter et c'est à l'hôpital qu'on a vu qu'elle avait des coups, qu'elle a reçu des coups sur la tête, sur la nuque. Elle en est morte. On ne sait pas quand le coup fatal va arriver. On ne sait pas. Vu qu'au Cameroun, la loi ne protège pas, ne vous protège pas, la loi ne vous couvre pas, vous allez au commissariat vous plaindre. Rien n'est fait. Séparez-vous, divorcez. Vous savez, parfois, le vrai bonheur, c'est après. Hein. Oui, parfois, le vrai bonheur, c'est après. Quand tu te sépares de la mauvaise personne, tu tombes sur la bonne personne. Mais tant que tu restes coincé, tant que tu restes, si tu joues au chef signé avec la mauvaise personne, tu ne sauras jamais. Tu passes à côté de ta chance parce que la bonne personne, la meilleure personne, et à côté, tu ne te rends même pas compte. Vu que tu es focalisé, tu dis non, je dois tout plus rester marié parce que mes soeurs sont mariées, je dois tout plus rester marié parce que mes copines sont mariées, je dois tout plus rester marié parce que toutes mes collègues sont mariées, je dois tout plus être marié parce que toutes mes cousines de la famille sont mariées. Voilà toujours les mots que j'entends. Ah, toutes mes cousines sont mariées, vraiment. Dans la famille, il n'y a que moi. Dans ma famille, à moi, personnellement, j'ai beaucoup de femmes qui sont pas mariées. J'en ai beaucoup qui ne sont pas mariées. Beaucoup. Beaucoup qui ne sont pas mariés. Pierre et Yango, bonsoir. J'ai dit, j'ai beaucoup de femmes qui sont mariées dans ma famille. Et il y en a aussi beaucoup qui sont mariées. Mais je ne vais pas me marier pour faire plaisir à un X ou à un Y. Je ne vais pas me marier parce que toutes mes soeurs sont mariées. Je ne vais pas me marier parce que toutes mes cousines sont mariées. C'est ça que j'entends partout. Oh, vraiment, hein? Ma cousine que tu connais là, elle s'est mariée la semaine dernière. Vraiment, il ne reste plus que moi. Oui, il ne reste plus que toi. Et on n'est pas appelé à toutes se marier. Même à l'époque d'Adam et Ève, tout le monde n'était pas marié avec des célibataires. Et pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, on ne continue pas à avoir des célibataires? Le mariage n'est pas un signe de réussite.
C'est en Afrique ainsi de réussir parce que les gens se marient pour que leurs conditions de vie s'améliorent. Parce qu'on va en mariage pour que l'homme sorte la femme de la misère. Ça ne devrait pas être cela. La femme en allant en mariage doit avoir sa part de travail, l'homme a sa part de travail. Oui, 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 oui. C'est les consommatrices là. Vous allez vous asseoir. Oh, c'est lui qui fait tout. Que quelqu'un est nerveux tous les jours. Vous ne savez même pas pourquoi il est nerveux. Parce qu'il y a trop de charges. Il trouve que c'est beaucoup pour lui. Mon fils, moi, j'ai un seul garçon et je n'accepterai pas qu'il épouse une consommatrice. Je suis désolée. Il faut qu'il épouse une femme qui travaille. Parce que ça sera du stress en moins, de la pression en moins, et ça les favorise des conditions pour être heureux. Oui, le mariage n'est pas une prise en charge. Oui, oui. Il y a des hommes, ils te disent, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour ta famille, tu oses me parler comme ça, avec tout, vraiment, hein, c'est moi qui fais ceci à ta mère, c'est moi qui fais ceci à ta soeur, tu oses me parler comme ça. Ça, ce sont des mots qu'on entend tous les jours. Et ici en France, ce qu'on entend le plus tous les jours, c'est que c'est moi qui t'ai donné les carolos et tu me parles comme ça, c'est moi qui t'ai fait venir en Europe, et regarde comment tu me parles. Et si ce n'était pas moi, si tu n'avais pas avoir les carolos aujourd'hui, c'est grâce à moi que tu as ceci, c'est grâce à moi. Voilà ce qu'on entend. Vous ne devez pas être une charge pour quelqu'un. Une femme ne doit pas être une charge pour son mari. Ça, je le dis, oh, une femme ne devrait pas être une charge pour son mari. Chacun doit amener son petit peu. Moi, j'ai regardé une série dans laquelle je vois les gens, ils disent, les blancs, ils disent, oui, ma fille, il prépare le trousseau pour sa fille pour aller en mariage. Ah ben oui. C'est quoi cette histoire que un jeune homme, il a que dans la vie comme ça, il a son petit boulot, il se retrouve à avoir une famille accrochée à son dos, toute une belle famille accrochée à son dos, dont tu dois s'en occuper. Est-ce que c'était prévu? Ce n'est pas la famille qui l'épouse, il épouse une personne. Voilà tout ce genre de petits détails qui favorisent les bastonnades, qui favorisent le mépris, qui favorisent l'insécurité dans le couple. Ben oui, parce que du moment où un homme commence à s'occuper de toi, de ta soeur, de ton frère, de ton père, de ta mère, le mépris s'installe. Ah, c'est moi qui fais ceci. Ah, vraiment ma femme. Ah, vraiment ma belle famille. Ah, vraiment, ah, vraiment, ah, vraiment. Non, non. Il faut qu'on change ces mentalités-là. Et il faut qu'on apprenne à dénoncer. Il faut qu'on apprenne à dire non. Il faut qu'on apprenne à nos enfants que être marié, ce n'est pas une réussite. Non. Il faut qu'on apprenne tout cela. Parce que, vous voyez, en l'espace de 2 semaines, il y a peut-être eu 5 femmes camerounaises tuées. Et ça, c'est ce qu'on parle sur la toile. On ne parle pas, je ne compte pas celles qu'on ne dénonce pas. C'est dont les histoires n'arrivent même pas sur les réseaux sociaux. C'est celles dont les histoires que les familles cachent en l'espace de 2 semaines, 5. Vous imaginez les femmes qui meurent qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas dénoncer, que les familles protègent. Il y en a plein. Parce que à chaque fois que la femme vient dire, mon mari m'a tapé, on fait une assise. On rencontre le père, ta mère te récupère avec ton père, et te l'accompagne chez ton mari. Non, et puis elle parle au beau-fils, non, vraiment, tu peux la taper, ce n'est pas bien, et patati patata, on te laisse là. Et ils repartent. Et certaines femmes, même elles veulent rentrer, quitter du mariage pour rentrer chez eux, elles ne peuvent pas, parce que la famille n'est pas prête à les accepter après qu'elles aient divorcé. Ah non, pourquoi tu reviens si tu deviens une charge pour la famille? C'est toutes ces conditions, tout ça là, qui font en sorte que certaines personnes sont obligées de rester dans les mariages, d'autres personnes n'ont pas où partir, ne peuvent pas rentrer chez eux parce que en rentrant dans la maison familiale, ça va être l'enfer. Elles sont obligées de continuer à subir l'enfer dans les foyers. C'est difficile. C'est très, très, très difficile. C'est très, très compliqué. Et on ne peut pas continuer à, à se voiler la face. Vous devez parler à vos soeurs, vous devez parler à vos nièces, vous devez parler à vos filles, en leur disant qu'elles doivent être des femmes autonomes. C'est la première chose, l'autonomie de la femme. Une femme doit d'abord s'assumer qu'elles ne sont pas des prises en charge, qu'elles ne sont pas des choses qu'on doit entretenir. Parce qu'au Cameroun, on nous apprend que il y a des femmes qui sont maîtresses, c'est-à-dire que on nous apprend que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. C'est faux. C'est faux. Ce n'est écrit nulle part que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme.
Même la femme peut s'occuper de l'homme. Ce n'est pas écrit quelque part. Parce que c'est autant de choses qui font en sorte qu'on nous prend comme un fonds de commerce, on nous prend comme des objets, on ne te prend pas te laisser là-bas. Et l'homme a très peu d'intérêt pour toi parce que pour lui, tu es sa propriété. Il t'a acheté, il t'a doté, il a dépensé beaucoup d'argent sur toi. Donc tu deviens comme une propriété pour lui. Non, tu n'es pas sa chose. Tu n'es pas sa chose. Moi, je vois les mariages. Quand vous regardez euh, euh, les mariages, quand vous voyez les mariages des gens qui ont un peu, c'est-à-dire que le monsieur a un peu, la femme a un peu, ça se passe un peu mieux. Il y a moins de violence verbale, moins de violence physique, parce que chacun est assez autonome financièrement. Et les gens se parlent avec un peu plus de respect parce que, voilà, c'est pas déjà que tu vas parler, tu vas dire un truc, tu vas dire non, demain je ne te rationne pas. Tu vas dire un truc, tu vas dire non, je ne paye pas le loyer. Tu vas dire un truc, tu vas dire non, je ne paye pas ceci. Non, vous devez encourager, on doit encourager nos enfants à aller à l'école. Déjà, aller à l'école, c'est très important. Être autonome, avoir un boulot. C'est pas parce qu'on est femme de ménage, pas parce qu'on vend des beignets en route, pas parce qu'on vend du bois, pas parce qu'on fait un call-box. Tout ça sont des petits boulots, mais ça vous permet au moins d'être un peu autonome. Ça vous permet de ne pas suivre un manfragnard pour 1000 francs, pour 2000. La pauvre Doris qui est morte, elle vendait la viande, elle avait son bar, elle a fermé, elle vendait la viande, elle vendait le bouillon. Mais ça lui permettait de s'en sortir. Une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, doit être autonome. Et à vous, ces femmes qui passez votre temps à protéger ces hommes qui violent vos enfants, vous pouvez les protéger au sein des familles. Moi, j'ai entendu quand Ania a dit tout à l'heure que euh, les gens accusent les Bamileke de protéger Makai Wafo. Pour moi, je ne pourrais pas protéger, je ne pourrais jamais protéger un violeur, un pédophile. Je ne pourrais jamais le faire. Jamais. Je dis au grand jamais. Jamais je ne pourrais protéger un pédophile, un violeur. Alors, si vous protégez un homme qui viole votre enfant, qui a même seulement pensé, qui a même eu des gestes déplacés envers votre enfant, envers votre nièce, envers l'enfant de votre soeur, même si ce n'est pas votre enfant qui est sorti de votre ventre, l'enfant de votre soeur. Comment un homme avec qui vous couchez peut coucher avec l'enfant de votre soeur? Comment un homme avec qui vous couchez, vous partagez le lit, peut coucher avec votre propre fille? Comment vous pouvez protéger ce genre de personnes dans votre foyer? Comment est-ce possible? Vous permettez, en protégeant ce genre d'hommes, vous permettez à ce genre de personnes de continuer et de détruire la vie de milliers et des milliers d'enfants. Vous savez, un enfant qui se fait violer étant toute petite comme ça, qui se fait, d'autres se font sodomiser par ces violeurs qu'on garde dans les maisons, il faut faire très attention. Ça a des répercussions plus tard. Et aussi, vous savez, cette histoire que vous passez votre temps à envoyer les enfants en vacances chez les gens. Dès que l'école est finie, vous portez vos enfants, vous les envoyez chez vos oncles qui ont un peu d'argent, chez vos oncles qui sont un peu riches, chez vos oncles qui ont un peu de quoi manger. Vous les envoyez là-bas aller en vacances. C'est le nid. C'est vraiment la maison du viol. C'est pas partout, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de grandes exceptions. Mais sachez que la majorité des actes incestueux se passent dans ces endroits. Les tontons, les cousins, ceci, cela. On envoie l'enfant en vacances chez un quelconque tonton avec on n'a même pas un très grand lien. Mais comme il est un peu riche, chaque année on envoie des enfants là-bas. C'est là où les enfants vont se faire sodomiser, là où les enfants vont se faire violer. Oui, c'est très important. Ça, ce sont des choses par le passé qui sont restées assez. Euh, euh, N'ayant pas appris à nos enfants, même peut-être nos enfants, c'est même pas ça. Nous, quand on a grandi, on ne nous a pas appris qu'on pouvait avoir des conversations, ce genre de conversations avec nos parents. Donc, il y a même des gens de notre génération qui se sont fait violer, qui ont subi des actes sexuels, qui n'ont même pas eu le courage de le dire à leurs parents. Parce que aujourd'hui, on est un peu plus dégagé. Aujourd'hui, tu peux même pas le dire comme ça, verbalement, mais tu peux même envoyer un message, tu peux dire que maman, il y a un tonton qui m'a fait ceci. Mais avant, il n'y a pas ça. Le dialogue, tout ça, il n'y en avait pas. Et on ne peut pas compter le nombre de personnes, le nombre d'enfants, le nombre de jeunes filles qui sont fait violer chez leur tonton, chez leur ceci, chez leur cela. Quand on envoie des enfants en vacances, mais tout ça existe et a toujours existé et est toujours couvert dans les familles. On a un tonton qui gèle comme ça, on le couvre. On a un tonton qui fait telle chose, on couvre. Il ne faut pas qu'on dise que dans notre famille, des choses comme ça se passent. Mais c'est la vie des enfants qu'on détruit.
Parce qu'un enfant qui subit des actes comme ça reste dans sa tête. Et ça le suit toute sa vie. Et le pire, c'est que une femme qui se rend compte que son mari est capable de poser de tels actes, une femme qui se rend compte que son mari est un violeur, est un pédophile, et continue à rester avec ce violeur, avec ce pédophile, cette femme est même pire que son mari. Elle est même pire. Et vous voyez, c'est autant de choses que les femmes sont capables de supporter, d'accepter, juste pour continuer à se faire appeler madame quelqu'un. Juste pour continuer à être madame. Voilà autant de choses que les femmes sont capables d'accepter, de subir pour continuer à être appelée madame quelqu'un. Ça, ce sont des choses. Je ne trouve pas d'explication à ça. Je ne comprends pas pourquoi une maman peut arriver à couvrir ce genre de personnes. Je ne trouve pas d'explication, je ne trouve même pas de mots pour justifier cela. Mais ça se fait. Ça se fait. On le vit tous les jours. Ce sont des situations qui se vivent tous les jours. De la même façon qu'on passe notre temps à être battu et à rester silencieuse parce qu'on nous a certainement inculqué dans la tête que la bastonnade est normale. Comme je l'ai dit tantôt, on sait que quand on va à l'école primaire, à l'école, on nous fouette. À la maison, on nous fouette et c'est la continuité de cette même pastorale qu'on continue. C'est-à-dire c'est la continuité, c'est ça qui continue dans le mariage. Dans le mariage, on peut continuer à nous fouetter. C'est la suite logique des choses. C'est la suite logique des choses. C'est comme ça qu'on nous fait comprendre. On nous fait comprendre cela que à l'école, on te fouettait. À la maison, on te fouette. Chez le mari également, on peut te fouetter. C'est tout à fait normal. On grandit dans cette société barbare. Et il faudrait à un moment donné que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait qu'on le dénonce, mais avec la plus grande virulence. Et que ces bourreaux soient mis aux arrêts. Parce que tant que ces pédophiles, tant que ces hommes violents ne seront pas inquiétés, ça va continuer. Ça va continuer. Voilà. Donc, en tant que femme, on ne peut pas rester silencieuse. On ne peut pas rester sans réagir à toutes ces violences, à tous ces meurtres qui circulent partout sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on va donc revenir aussi bon, au combat, hein, parce que c'est notre mari commun, c'est notre sujet commun. Voilà, vous voyez, comme on a pu le lire sur la toile, euh, la grève recommence le 25 au Cameroun avec le mouvement OTS. Ça recommence. Et comme vous avez encore pu le voir sur la toile, ça c'est la haute saison. C'est la haute saison parce que c'est le moment où tous les artistes sont dehors pour chercher les dos. Oui, pour chercher le nyama. Tous les artistes sont dehors. Tous les artistes sont dehors. On a Coco Argenté, on a Grâce Deka, tous les artistes sont dehors. Il faut chercher les dos, il faut venir pointer. On a Fingon Tralala, les affiches, c'est l'été, l'été approche, donc c'est le moment où les artistes viennent pointer, c'est le moment où chacun vient un peu se mettre du beurre dans les épinards. Et le terrain le plus fertile pour venir faire cela, c'est la diaspora. Voilà. Et on a, comment on dit, le festival de Cannes des soirées reprend avec l'été qui commence à s'approcher, les beaux temps qui arrivent là, les beaux jours. On voit de plus en plus d'affiches sur les réseaux sociaux annonçant des multiples soirées des artistes camerounais. On a vu Fingon, on a vu les soirées de Fingon qui sont annoncées en diaspora. On sait que, moi, je sais que personnellement, il y a encore quelques temps, Fingon, il était beaucoup plus du côté de Dubaï. Il partait à Dubaï faire ses choses, mais il n'arrivait pas ici en Europe. Donc, on annonce Figon, on annonce Grâce Deka qui, encore pas, il y a pas de cela quelques jours, encore chantait pour la fête du renouveau à Yaoundé. On annonce Coco a chanté. Voilà. Tout cela, c'est pour vous dire que entre tous ces artistes qui vont venir prester dans quelques jours en diaspora et aussi l'arrivée
de notre Nkoukouma Paul Biya qui a annoncé dans les jours à venir, ici toujours en diaspora, nous avons du pain sur la planche. Oui, nous avons du pain sur la planche. Et pas du petit pain. Il y a du boulot. Parce qu'il est temps, il faut qu'on mobilise les troupes. Il faut que tous ces no-names qui restent toujours un peu en retraite se disent non, le combat est mort parce que c'est ce qu'on entend partout. Hein. Le combat est mort, le combat c'est au 237, on ne fait plus rien en diaspora, c'est mort tout au 237. Et j'ai toujours envie de dire, mais si tout au 237, pourquoi vous ne descendez pas directement retrouver ces gens au 237 et vous finissez le boulot? Parce que j'ai vu Gongo est arrivé sur la place parisienne depuis 2 3 jours. Je me rappelle encore comme c'était hier. Euh, il y a de cela quelques jours, on nous parlait que Ketia Koutes est à Paris. Comment ça se fait que Ketia Koutes est à Paris? Elle n'est pas inquiétée. Comment ça se fait que Ketia Koutes est à Paris? Elle se balade librement. On ne peut pas la boycotter. Comment ça se fait que Ketia Koutes est là et on ne réagit pas? Je me demandais, mais quand un combattant demande à l'autre combattant il y a un membre du gouvernement qui est là, vous ne partez pas, vous ne partez pas le boycotter. Ça veut dire que le combattant là, c'est lui qui est quoi? C'est le donneur d'ordre ou alors c'est lui, je ne sais pas. Donc, et c'est passé que ça coûtait, c'était là, on nous a bien bassiné les oreilles avec, à travers des directs en nous disant que ça coûtait celle-là, vous ne faites rien parce qu'elle est du village, parce qu'elle vous a donné de l'argent, c'est ce qu'on entendait. Bon, que ça coûtait, elle nous a donné de l'argent, après elle est rentrée, comme disent certaines personnes. Et maintenant, on a une gongo qui est arrivée parce qu'il faut aussi bien le soulever. C'était, on dit que ça ne servait à rien de chasser les petites personnes, les petits nyama nyama, ceci, qu'il faut plutôt préférer chasser les gros poissons tels que Ngongo. Ngongo est arrivé, silence radio, plus personne ne réagit. Mais comme Dieu connaît fait le palabre du pauvre, maintenant nous annonçons l'arrivée de Paul Biya. Donc, c'est pour vous dire à tous ces gens qui étaient dans la rue avec nous à Paris, il reste encore quelques jours, c'est pour vous dire que vous êtes maître de votre combat et maître de votre conscience. J'étais fier parce que je vous ai vu dans les rues de Paris avec nous le 16. Ça veut dire que vous savez faire la part des choses. Vous savez différencier la chose. Vous comprenez au jour d'aujourd'hui que sur la toile, on ne peut pas toujours se fier à 100% à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit, parce que parmi nous que vous voyez beaucoup sur la toile, il y en a beaucoup qui sont dans la marmaille et qui racontent des choses juste pour plaire. Mais tout au fond d'eux, c'est de la plus distraction. Et je suis contente parce que les quelques personnes que j'ai vues dans les rues de Paris, ça veut dire que ces quelques personnes arrivent à faire la part des choses, arrivent à comprendre qu'ils ne sortent pas pour VDK, ils ne sortent pas pour Annie, ils ne sortent pas pour un X ou un Y, ils sortent pour le Cameroun. Ces quelques personnes ont mis la cause Cameroun au-dessus. Voilà, ils arrivent à faire la part des choses, c'est-à-dire se dire, il y a une manifestation qui concerne le 237, j'y vais. Peu importe qui l'organise, j'y vais parce que c'est important. Et ça, on doit continuer dans ce sens parce que dans quelques jours, on ne sait jamais. Franchement, je ne souhaite même pas que son Koukouma arrive jusqu'ici. Je ne souhaite pas. Mais s'il arrive, il faudrait qu'on soit encore nombreux à lui demander de rentrer ce soir au Cameroun. Il faudrait qu'on soit nombreux à lui faire comprendre cela. Et je voudrais aussi vous dire que le combat que nous faisons pour la libération de notre peuple n'est pas l'affaire d'une seule personne. Si quelqu'un un jour a cru que c'est lui qui détenait ou elle qui détient la clé du combat, c'est vraiment de la pure bêtise, de la pure connerie, parce que personne ne détient la clé du combat. Personne. C'est nous tous. C'est nous tous. Il n'y a pas un combattant qui va se lever un jour et ira libérer le Cameroun tout seul. Non. Sauf si c'est un combattant qui a des super pouvoirs. Il n'y en a pas. Ça sera toujours une affaire de beaucoup de personnes. Ça sera toujours une affaire de beaucoup de Camerounais. Alors, ceux qui pensent qu'on peut s'asseoir comme ça derrière l'écran de télévision et derrière nos téléphones et faire tout le boulot se trompent.
on fait une partie de boulot, comme l'a dit tantôt Annie Tchoko, on fait une partie de boulot en sensibilisant, comme on est là, on sensibilise, mais c'est une personne, on sensibilise. On fait une autre partie du boulot en descendant sur le terrain via des marches et des manifestations. Ça, c'est une autre partie du boulot. Et ça, c'est très important parce que c'est la somme de toutes ces actions qui fait bouger les lignes. Donc, personne, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 4 ans que je suis dans ce combat, personne n'a encore trouvé la solution miracle qui pourra nous libérer. Chaque jour qui fait, nous faisons un petit pas en avant. Chaque jour qui fait, nous faisons un petit pas en avant. Ça prendrait certainement du temps, mais nous ne devons pas nous décourager. Et je vous invite aussi à éviter de, de vous décourager par rapport aux fragmentations du combat, par rapport au démembrement du combat, par rapport au guéguerre du combat. Ne vous fiez pas à ça. Gardez vos convictions en vous. Parce que même si nous sommes des vitrines, parce que c'est nous qui sommes tout le temps devant, nous sommes des porte-flambeaux, nous sommes tout le temps devant, mais on ne peut pas être devant si vous n'êtes pas derrière nous. Si nous sommes juste nous devant et que derrière, il n'y a pas les no-names, on va aller où? Nous sommes devant, c'est fait, mais on a besoin de vous derrière nous pour nous accompagner. Donc, ne vous laissez pas démotiver. Ne vous laissez pas décourager. Dès la semaine prochaine, la grève reprend de plus belle au niveau du 237 et nous devons continuer à les accompagner, à les soutenir, à partager les différentes publications parce que ça va être comme la première fois au niveau des écoles. Ils vont publier les photos, il faut qu'on les partage au maximum, qu'on partage et qu'on les accompagne, qu'on les fasse comprendre qu'ils doivent tenir bon parce que ça va être très difficile, qu'ils doivent tenir bon, ils ne doivent pas se laisser intimider. Et on doit les accompagner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est de ça qu'il est question. C'est ça toute l'importance de nos directs, l'importance de nos manifestations. C'est donner ce courage, donner cette force, accompagner ces différents mouvements qui prennent. Qui aurait imaginé qu'en 2022, on aurait eu autant de grèves au Cameroun? C'est chaque jour que tu entends que les professeurs d'université vont gréver, les ceci vont gréver, les bensikineurs, de tous les côtés. Qui aurait pu, on t'aurait même dit, quelqu'un t'aurait même dit que non, je prévois qu'en 2022, on aurait dit que non, on n'y croit pas. Mais les choses vont tellement mal que ça bouillonne. La marmite au feu, ça ne fait que bouillir. Et quand ça va vraiment bouillir, ça va se verser. Tout va se gâter. On va tout gâter puis on va recommencer. Donc, nous devons continuer à les soutenir, à les encourager et à ne pas baisser les bras. Et pour clôturer le direct, parce qu'il va être bientôt minuit et que je dois aller me coucher, mes chères sœurs, dénoncez ces violeurs. Les enfants, si un tonton vous dit des choses bizarres, dénoncez. Affichez-les. Moi, si quelqu'un, j'ai un membre de ma famille qui est violeur, qui est pédophile, il va s'apporter sur la toile. J'envoie à quelqu'un d'autre, on met. Il faut les dénoncer. Vous ne pouvez pas garder ce genre de pègre à côté de vous. C'est un danger pour vos enfants, pour vous-même, même pour toute la famille, parce qu'une personne qui fait ça à vos enfants détruit l'avenir de cet enfant. Ce sont des enfants qui, ce sont des séquelles qui restent dans leur tête et ça les poursuit toute leur vie. Au Cameroun, il n'y a pas de psychologues. Vous voyez des enfants qui sont dans leur tête toute leur vie, ça les traumatise. Ils deviennent des gens bizarres, on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, parce qu'ils ont subi des choses comme ça dans leur enfance. Donc, nous devons dénoncer cela. Et je tiens à vous rappeler, mes chères sœurs, mes chères copines qui sont mariées, que vous n'êtes pas les tam-tams de vos maris. Non. Vous n'êtes pas leur tam-tam. Vous êtes leur épouse, vous êtes leur compagne, mais vous n'êtes en aucun cas leur tam-tam. Et vous n'êtes en aucun cas obligé d'être là à subir et encaisser. À un moment de la vie, le choix peut être difficile, le choix peut être très violent, mais parfois il faut faire un choix. On fait le choix de savoir est-ce qu'on vit, est-ce que je divorce et je continue à vivre, ou alors est-ce que je reste marié et mes jours sont comptés. Ce sont des choix qui sont difficiles à faire. Mais j'ai vu plein de personnes qui ont divorcé, qui n'en sont pas mortes et qui sont même plutôt très joyeuses et très heureuses. Donc arrêtez
de dire non, je ne divorce pas. Qu'est-ce qu'on va dire dans mon quartier? Non, je ne divorce pas. Qu'est-ce qu'on va dire dans ma famille? Non, je ne divorce pas. Vraiment, et toutes mes copines sont mariées. Non, vraiment, je ne peux pas divorcer. Non, non, on trouve toutes les raisons. On trouve toutes les raisons de la terre pour ne pas divorcer. Ah non, je ne peux pas être la seule personne de ma famille qui n'est pas mariée. Ah non, je ne peux pas être la seule parmi mes copines qui n'est pas mariée. Ah non, je ne peux pas être la seule de mon quartier qui n'est pas mariée. Ah non, ah non, ah non. Et parfois même, vous entendez les gens dire, oh, voilà, tu as vu dans le quartier, si tout le monde est parti en mariage sauf toi. Ouais. Et alors? Oui, et alors? Et, et on ne peut pas tout avoir dans la vie. Qui a écrit, c'est écrit où que mariage égale le bonheur? C'est écrit où? C'est écrit où que mariage égale le bonheur? Ce n'est écrit nulle part. C'est écrit où que le bonheur de la femme dépend de l'homme. C'est pas qu'on me dise là où c'est écrit que le bonheur de Nadine dépend de quelqu'un. Pour que Nadine soit heureuse, il faut qu'il y ait un homme. C'est écrit où que le bonheur de la femme dépend de l'homme. Ce n'est écrit nulle part. Ce sont des choses que vous me mettez dans vos têtes. Vous dites non, vraiment, c'est pas marié. Non, vraiment, quand je suis marié, là, on ne me respecte pas. Non. Je n'ai pas dit que le mariage, c'est une mauvaise chose. Mais dit, le mariage n'est bon que quand on est avec la bonne personne. C'est tout. Le mariage n'est bon que quand on est avec la bonne personne. La personne, pas parfaite, mais la personne qui te respecte, qui t'aime et qui ne te méprise pas, qui ne te chosifie pas, qui ne te bastonne pas, qui ne t'envoie pas à l'hôpital, qui ne t'arrache pas les dents dans la bouche, ne te donne pas les bosses, ne te défigure pas. Le mariage dans ces conditions-là est très bon. Ça, dans ces conditions-là, on se dit oui, qui me donne un mari comme ça? Oui, qui me donne un mari comme ça, qui me respecte, qui me couvre d'amour. Il me donne peut-être pas tout ce que je veux, mais franchement, il me respecte. Quand je pousse un peu le bouchon, lui me dit vraiment, Nadine, arrête, arrête. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, arrête. Ce n'est pas la claque que je fasse mon visage, comme pim, tu parles comme ça à qui? Non, non. Il y a des mariages heureux. Hein. Faut pas croire qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à trouver la bonne personne, aimante, respectueuse. C'est surtout le mot, j'insiste sur le mot respect. Parce que du moment où on te respecte, on ne devrait pas te taper. Moi, je pense que du moment où il te respecte, il ne peut pas te bastonner comme un chien, te donner les coups de pied au ventre, te donner les coups de pied sur la tête, te donner les coups, faire la main comme ça, te donner un bon coup de poing. Non. Quand l'homme respecte sa famille, il n'y a pas ce genre d'acte. Il n'y a pas ce genre d'acte violent. Parce que ce sont des actes qui font tellement mal. Oui, aujourd'hui, à un certain âge, on se rend compte que ce sont des actes qui font très mal. Parce que quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, si j'ai reçu 2, 3, 4 baffles, je trouvais que c'était vraiment des signes d'amour très forts. Je trouvais que, ah, mais il m'a tapé, c'est parce qu'il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime beaucoup, c'est parce qu'il ne peut pas me perdre. Non, non. Il me tapait parce qu'il estimait que j'avais fait une connerie et qu'il doit me punir. Est-ce que me punir, c'est me taper? Donc, s'il me parle avec la bouche que vraiment Nadine, tu as fait une telle chose, franchement, je n'apprécie pas, il ne faut plus le refaire, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, ça va pas, je ne vais pas comprendre. Il faut savoir qu'on me tape pour que je puisse comprendre. Non, on ne devrait pas. Mais si Jacqueline, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le tape pas. J'ai été une jeune fille battue. Hein. Je le dis toujours. Moi, je n'ai pas dit que. Si je dis que moi j'avais un tapé, c'est que je mens. Non, je suis passé par là. J'ai été une femme battue. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Parce que si tu ne mets pas un frein à ça, ça va être un engrenage. Ça va être un engrenage, ça va continuer. Tant que tu ne mets pas un stop vraiment ferme, un stop vraiment très très fort, qui va pousser l'homme à ne plus recommettre ce genre d'acte, ça va continuer. Et aujourd'hui, on a la chance de vivre dans des pays où ces actes sont vraiment reprimandés, sont vraiment, mais quand je vous dis reprimandés, c'est vraiment reprimandé parce qu'on on accorde de l'importance à la vie. Et on se rend compte que beaucoup de femmes meurent sous les coups de leur mari. Donc, ce sont des actes qui sont vraiment, vraiment, vraiment condamnés avec la plus
grande fermeté. Oui. Quand une femme meurt sur les coups de son mari, on en parle même au journal télévisé. C'est pour vous dire, oui, l'importance qu'on donne à l'être humain. On en parle même au journal télévisé que, oui, aujourd'hui, une femme était victime d'un mari violent, elle est morte. On compte. C'est-à-dire, chaque jour qu'une femme meurt sous les coups de son mari, on compte. On veut dire, maintenant, nous sommes à 2000 femmes mortes. Nous sommes à 3000, nous sommes à 250. On compte. Parce que personne n'a le droit d'ôter la vie à une autre personne. En l'occurrence, encore quelqu'un qui te dit je t'aime, qui est venu t'épouser, bien même le copain qui te dit je t'aime, et finalement, c'est lui qui t'ôte la vie. Non, on ne devrait plus accepter cela. Stop, stop, stop à ces violences, stop. Et vous, ces hommes qui nous regardez, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, ah, vous les femmes, là, vous avez trop la longue bouche. Oui, moi, j'ai la longue bouche. Ma bouche, elle est longue comme ça. Elle est longue comme ça, ma bouche, elle est très longue. Mais ça ne justifie pas qu'on me tape. J'ai une longue bouche. Oui, c'est vrai, parfois, nous les femmes, on parle, on insulte tellement que ça peut mettre des gens hors d'eux. Mais hors de toi, ça ne veut pas dire que tu es en train de me donner des coups de poing, ne me parle pas, ne me gère pas, ne me calcule pas, voilà. Fais tout ce que tu veux, mais ne me tape pas. Et puis tu trouves que je suis une femme tellement insolente, tellement irrespectueuse, c'est pas à toi de moi, répudie-moi. Oui, ce sont aussi des solutions. Parce qu'en fait, les gens pensent toujours que ça sert à quoi de ne pas me répudier, de me garder auprès de toi pour tout le temps me taper. Et puis demain, on a des enfants, tu me tapes, je meurs, tu vas en prison, les enfants restent des orphelins. C'est du gâchis. Pourtant, tu m'aurais répudié, je serais en vie, tu serais en vie, nos enfants seraient là, même si les enfants restent avec l'un ou l'autre des parents, mais ils sont quand même en vie, ils ont les deux parents. Oui, oui, ce sont des solutions. Ne pensez pas forcément que c'est parce que on est à la maison. Non, je suis là avec mes enfants et mon mari, ça veut dire que tout va bien. Tout n'est pas toujours rose. Parfois, même les gens, moi je vois des gens, famille séparée, la femme a les enfants partent un coup chez papa, un coup chez maman, mais ils sont heureux. Les enfants ne sont pas déséquilibrés, ils sont heureux. Parce qu'on a mis dans le tête que non, pour être équilibré, il faut avoir grandi auprès de papa et maman. Il faut avoir un père et une mère. Et les orphelins, ils font comment? Ils ne grandissent pas. Les gens qui ont perdu leur père et leur mère, ils ne grandissent pas. Ils ne réussissent pas leur vie. Hein? Ils grandissent, non? Ils ne grandissent pas avec leur père et leur mère parce qu'ils sont peut-être orphelins, n'ont pas eu la chance de grandir à côté de leur père et de leur mère, mais ils grandissent. Et ils réussissent bien leur vie. Donc, ce sont autant de choses qu'on nous met dans la tête. Non, vraiment, pour que l'enfant soit équilibré, il faut qu'il ait le père et la mère. Ah. Donc, voilà. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour. On va pas s'arrêter là forcément. On va continuer toujours à sensibiliser sur ces sujets qui minent la société camerounaise. Ces violences, vraiment ces violences dont les femmes sont victimes, on va continuer à en parler. On va pas s'arrêter là. On va faire plusieurs directs. On va toujours parler, toujours parler, toujours parler jusqu'à ce que ces connards comprennent qu'ils doivent respecter leurs femmes, doivent respecter leurs sœurs. Voilà. Donc, sur ce, je vais remercier Annie Tchoko qui était avec moi ce soir, avec qui j'ai sensibilisé. Et je vous dis merci, bonne soirée et à très bientôt. Voilà. Bye.